Rebonjour à tous. Donc on va passer à la deuxième partie de cet après-midi sur l'intelligence artificielle et l'assurance. Et donc pour cette deuxième partie, nous avons le plaisir d'accueillir Antoine Héranval, qui est coordinateur d'enseignement à l'ENSAE Paris. Précédemment, donc, il a réalisé sa thèse avec Maud Thomas et Olivier Opez à Sorbonne Université. Et il a été financé par Mission Risque Naturel. Voilà, et donc il va nous parler d'analyse textuelle et d'événements naturels. Donc bonjour à tous, vous m'entendez bien? C'est bon? Vous entendez, ça marche? Ouais, ça devrait être mieux. Ok. Donc bonjour à tous et merci pour l'introduction et l'invitation. Donc je vais effectivement vous parler, le titre est un petit peu long, mais je vais vous parler en gros on a essayé d'analyser des rapports d'expertise d'assurance pour améliorer la connaissance sur l'endommagement. Et donc on a utilisé des méthodes d'IA, mais c'était un petit peu avant tous les modèles d'IA générative dont on a parlé tout à l'heure. Donc je vais parler de choses un peu plus simples, mais qui marchent aussi très très bien pour faire ce qu'on a voulu. Donc en introduction, je vais peut-être rappeler quelques chiffres clés sur les risques naturels, même si je pense que je ne vais pas vous apprendre grand-chose, mais c'est toujours bien de quand même se rappeler les quelques chiffres. Donc là, l'idée, c'est de regarder l'impact assurantiel des risques naturels en France. Et donc ce que je voulais insister, c'était qu'effectivement, il y a quand même une augmentation et une grande augmentation sur les années à venir, mais qu'il y a quand même toujours eu une charge assez importante d'événements naturels en France. Et il y a eu beaucoup de dommages assurés sur les dernières années. Donc si on regarde sur la moyenne sur les années 90 jusqu'à 2010, il y avait quand même 2 milliards d'euros qui sont payés par an pour des événements naturels, donc c'est assez important. Et c'est réparti selon divers risques, donc inondations, la sécheresse, les tempêtes, la grêle. Donc on a vraiment différents risques naturels en France qui impactent les bâtiments, et on a eu des effets, on a eu une charge globale dans le temps passé, et on a une augmentation sur les années récentes. Donc si on regarde sur les années très récentes, on voit que cette augmentation elle est encore plus importante. Donc là, je mettais de 2019 à 2022 en nombre d'événements. Donc on retrouve encore ce que je disais, cette diversité d'événements naturels qui va toucher la France. Donc on a les inondations, le vent, la grêle, les feux de forêt aussi, dont on va parler après, le séisme, la sécheresse et les mouvements de terrain. Donc on a vraiment plusieurs événements qui touchent la France et une grande augmentation sur les années récentes. Avec notamment 2022, qui a été, je pense, très marquant. Et donc, pour tous les assureurs, je pense, ils sont bien au courant. Donc, on a vraiment eu là une année vraiment marquante, avec près de 10 milliards. Ça pourrait atteindre près de 10 milliards. Et on a à peu près toute la France qui est touchée, avec des orages un peu partout. Donc, il y a eu vraiment beaucoup de grêle en 2022. Il y a eu la sécheresse qu'on ne voit pas, mais il y a eu une grosse sécheresse qui a touché quand même toute la France. Puis, on a eu quand même quelques inondations et des feux de forêt dans le sud-ouest, des mouvements de terrain. Et donc cette année-là, par contre, il n'y avait pas eu de séisme, un peu de chance, mais il y a quand même eu à peu près tous les autres événements sinon. Et même en Guadeloupe, des événements liés aux pluies tropicales. Donc on a vraiment eu une diversité d'événements. Et ça, tous ces événements, ça met vraiment le bâti à la rude épreuve, et ça a des impacts très très importants. Donc il y a des impacts, bien sûr, sur tous les événements naturels. Je passe assez vite, mais il y a des impacts humains désastreux, dont je ne vais pas parler, mais il y a aussi des impacts économiques, notamment sur les bâtiments. Et c'est ces dommages-là qui sont la plupart du temps assurés, et donc c'est ces dommages-là qui nous intéressent. Donc là, on a une infographie qui vient d'un groupement suisse qui décrit les impacts sur le bâti de la grêle. Donc on voit vraiment des impacts divers qui vont toucher les volets, comme on peut s'y attendre, le toit, mais aussi qui peuvent toucher les revêtements et les murs. Et donc ce groupement suisse, ce qu'il fait, c'est c'est un peu un groupement qui analyse les données d'expertise d'assurance pour essayer de mieux comprendre l'endommagement et donc produire ce genre d'infographie. Vous pouvez aller voir sur le site. Après, en fait, vous pouvez cliquer sur tous les dommages. Il va y avoir une fiche explication avec plein d'autres informations. Et en fait, cette manière de faire, ça avait donné des idées il y a quelques années, parce que ce projet il est en cours à la mission Risque Naturel que je décrirai après depuis 2016 à peu près. Et donc ça avait donné des idées, et le but, et ce qu'on a cherché à faire dans ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est vraiment de collecter de l'information très très riche qui est contenue dans les rapports d'expertise pour amener de la connaissance sur les risques naturels et pour pouvoir dire, ok, c'est quoi les principaux postes qui sont endommagés
Et une fois qu'on a dit ça, pouvoir dire aussi comment on fait pour pouvoir réduire le coût. Parce que par rapport à ce que je vous ai présenté tout à l'heure, l'augmentation du coût, elle va avoir lieu. Et donc il va falloir à un moment donné essayer de mieux adapter les bâtiments, faire plus de préhension pour pouvoir mieux contrôler ce coût. Et donc là, c'est un peu ce qu'on a essayé de faire dans cette étude. Et c'est ce que je vais vous présenter. Donc pour juste avant, je vais présenter les outils qu'on a utilisés en analyse de texte pour faire cette analyse. Mais donc, par rapport à ce que je disais en introduction, c'est une étude qu'on a fait en à peu près 2020, un petit peu avant. On a commencé un peu avant, et donc c'était vraiment avant tout le boom de l'IA générative et tous les gros modèles de langage. Donc en fait, on ne les a pas du tout utilisés, et je ne vais pas du tout en parler. Je pourrais vous faire par contre un peu une analyse critique de qu'est-ce que, si je referais l'analyse aujourd'hui, qu'est-ce que ça apporterait d'avoir ces outils-là, mais je vais vraiment revenir à des outils plus simples, qui sont quand même très utiles et très appropriés pour ce qu'on veut faire. Et donc vraiment revenir aux bases. Donc pour ceux qui travaillent vraiment dans les IA génératives, je veux dire peut-être des banalités dans cette partie-là. Mais pour tous les autres, je vais essayer vraiment de revenir aux bases pour voir comment ces bases en fait, étaient quand même déjà bien adaptées pour les problèmes qu'on traitait. Donc là, peut-être la petite introduction, mais qui redit clairement ce qu'on a dit toute la journée, que le texte est vraiment omniprésent dans le secteur de l'assurance. Je pense pas forcément vous apprendre grand-chose. Qu'on a vraiment des méthodes d'analyse de plus en plus performantes. Et là, on a vraiment bien vu tout à l'heure, et les deux premiers exposés de la journée, notamment, ont vraiment bien dit ça, qui vont apporter de nouvelles opportunités et ruptures dans plein de secteurs. Et donc, on a vraiment plusieurs méthodes d'analyse, mais qui vont être adaptées à plusieurs problèmes. Et donc là, nous, dans notre cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'intéresser, et je vais vraiment présenter que ça après, de la classification textuelle. Donc là, on sort de cadre un peu général tout à l'heure, et on va se concentrer vraiment sur un problème précis. On a du texte, et on veut le classifier en fonction de classes qu'on a prédéterminées. Donc vraiment, on sort du tout le cadre très général d'IA génératif, et on revient à quelque chose de précis, de dire, on a une ligne de texte, et on veut dire à quelle catégorie elle s'apparente. Donc c'est ce qu'on appelle de la classification textuelle, et c'est lié à d'autres choses. Donc, la première étape, et je vous ai dit que j'allais revenir vraiment aux bases, c'est de dire, un texte, qu'est-ce que c'est? Ça représente quoi un texte pour faire? Donc là, la représentation la plus naturelle et la plus simple, c'est de dire, on va juste en fait, prendre notre ensemble, donc notre corpus de mots, et on va compter notre corpus de texte, et on va compter les mots, juste très simplement. Et c'est ce qu'on appelle la représentation de bag of words, qui permet de dire, un mot est associé à une fréquence ou juste une occurrence. Ensuite, à partir de ça, on peut créer en fait une espèce de grande matrice où en ligne, on va avoir notre texte qu'on va chercher à classifier et en colonne, on va avoir nos mots. Et on va juste dire, est-ce que dans ce texte, il y a ce mot-là? Ou est-ce qu'on peut faire des trucs un peu plus poussés? On peut compter la fréquence ou on peut aussi même en fait pondérer cette fréquence pour essayer de pénaliser les mots qui reviennent le plus. Et donc ça, c'est la représentation la plus basique. Et à partir de ça, en fait, on peut faire des modèles de machine learning classique ou de classification très classique pour dire, là, on a une matrice, on l'applique juste avec nos Y qui sont nos prédictions, et on fait de l'apprentissage supervisé, et on peut faire... c'était déjà, en fait, quand on a commencé, on avait fait avec cette méthode-là, et on obtient déjà des premiers résultats qui sont... aujourd'hui, on le ferait plus trop, mais ça peut quand même être utile, et ça permet de comprendre qu'est-ce que c'est un texte au début. Par contre, ça pose beaucoup de problèmes, notamment, il n'y a aucune analyse du contexte, l'orthographe, il n'est pas pris en compte, et en fait, deux mots... même s'ils ont un sens qui est exactement le même, ils vont être pris différemment. Donc là, c'est pour ça qu'on est passé à des représentations un peu plus élaborées des mots, donc, qui est l'embedding, où en fait, là, on va essayer de réduire la dimension en passant pas à juste une matrice, mais à un vecteur. Donc chaque mot devient un vecteur. Je ne vais pas forcément rentrer de comment on apprend ce vecteur, mais chaque mot devient un vecteur, et là, la représentation et tout cet apprentissage-là, il va avoir un sens. On va pouvoir passer à quelque chose d'un peu plus intelligent. Et là, on peut voir dans cet exemple qu'en fait, qu'on peut faire des opérations après sur les vecteurs, vu que chaque mot a un espèce de sens dans un espace de dimension à déterminer, et on peut faire des opérations et essayer de trouver des sens. Donc là, deux mots qui sont proches, qui ont une similarité linguistique, vont être assez proches dans l'espace. Et donc ça, cette méthode, ça va permettre d'utiliser donc, des outils un peu plus élaborés, et notamment tout ce qui est réseau de neurones. En fait, cet apprentissage, il peut être fait au moment de l'apprentissage du réseau de neurones, et donc, ça va devenir un peu notre première couche, et ça va permettre d'essayer du coup de comprendre le sens du mot et appliquer selon notre problème de prédiction. Donc, par rapport à tout ce qu'on disait sur les petits modèles appliqués au problème, là, cet embedding, on peut vraiment faire ça. On peut faire un embedding propre à notre modèle de prédiction, à notre problème de prédiction.
Donc ensuite, on peut l'utiliser avec des réseaux de neurones. Et là, je vais présenter juste rapidement 2 architectures qui étaient assez utilisées à l'époque, même si je pense qu'elles le sont encore toujours aujourd'hui pour l'analyse textuelle. Et pas que, hein, les réseaux de neurones conventionnels, que vous connaissez très certainement peut-être plus pour l'analyse d'images, qui peut aussi être utilisé pour l'analyse de texte, qui va en fait permettre de retrouver la représentation géographique. Donc en fait, avec plusieurs étapes, donc une étape de convolution, une étape de pooling, ça va permettre de faire ressortir les informations pertinentes dans un texte. Donc encore une fois, là, c'est des choses qu'on entraîne sur nos problèmes de prédiction. Et donc ça nous permet de dire, là, quels sont les mots qui vont le plus discriminer. Mais ça ne prend pas du tout en compte le phénomène de dépendance temporelle entre les mots. Comme vous savez, dans le langage parlé, l'ordre des mots va avoir une importance. Et donc c'est pour ça qu'il y a aussi des réseaux de neurones qu'on appelle récurrents. Et donc là, c'est le long short-term memory, qui vont prendre ces structures temporelles qui ont été utilisées. Et donc ça, c'est des méthodes qui vont permettre d'améliorer du coup la prédiction et d'amener cette structure temporelle dans nos données. Et ensuite, et je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on a effectivement tous les modèles plus compliqués qu'on a vus tout à l'heure, à commencer par le Transformers, qui après a donné BERT, et puis tous les modèles de langage dont on a parlé, qui là vont permettre d'aller beaucoup plus loin dans les analyses, avec un vrai apprentissage lexical des mots, qui sont entraînés sur des gros corpus, mais qui aussi amènent d'autres problèmes, parce que là, ça va être plus compliqué à utiliser et à entraîner, même si aujourd'hui, ça reste beaucoup plus simple. Donc, c'était un petit peu le tour d'horizon des modèles que nous, on a utilisés. Donc, encore une fois, qui étaient peut-être, qui à l'époque étaient bien appropriés et qui maintenant, on utiliserait peut-être un peu moins. Mais pour un problème comme le nôtre qu'on va voir, qui est très spécifique, avec des données vraiment très précises, ça reste des modèles qui ont donné des bons résultats et qui peuvent continuer à être utilisés aujourd'hui. Donc, si on revient à notre problème, nous, ce qu'on cherche à faire, c'est analyser donc, la sinistralité à l'échelle fine du bâti. Donc, comme ce qu'on disait, c'était une thèse qui avait été faite avec la mission risque naturel, donc, que je vais présenter très très rapidement. En fait, c'est un groupement technique de France Assureurs qui a pour but d'apporter de la connaissance et d'essayer d'améliorer la prévention des risques naturels. Donc, c'est vraiment les assureurs qui se sont regroupés et qui ont dit qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'améliorer la prévention. Donc, ça a été créé en 2000, donc ce n'était pas nouveau non plus. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'améliorer la prévention. Et donc là, un des principaux moyen d'action de la MRN, c'est de centraliser des données de tous les assureurs. Donc, en particulier des assureurs représentés au conseil d'administration. Donc là, j'ai mis les 13 principaux. Et donc l'idée, c'est vraiment de travailler avec les assureurs pour centraliser leurs données, pour essayer, après à terme, de mener des études pour améliorer la connaissance et la prévention. Et donc ça, c'est fait en particulier sur les données de sinistralité vraiment classiques, avec juste on a un sinistre et tel est le coût du sinistre et où est-ce qu'il était. Donc ça, c'est quelque chose qui est mis en place, qui est utilisé, qui est vraiment bien éprouvé. Et nous, l'idée, ce qu'on voulait faire dans notre cas à nous, c'était de dire, OK, on va faire pareil, mais pour les données d'expertise d'assurance. En fait, on va essayer de centraliser ces données-là pour pouvoir amener de la connaissance. Donc, notre objectif, qui n'a pas été complètement atteint, mais en partie quand même, c'était de créer une base de données vraiment globale qui faisait un reporting après chaque année en disant toutes les données d'expertise d'assurance, on les a analysées et on peut dire, à la fin de chaque année, il y a eu tant de pourcents qui a été payé pour tel poste, tant de pourcents pour tel poste, et vraiment faire cette analyse globale, qui n'a pas été complètement atteint, mais c'était ça l'idée. Et donc pour ça, on avait déterminé 2 sources de données importantes, et on va à chaque fois rentrer dans le détail plus tard quelles sont ces 2 sources et qu'est-ce qu'elles ont apporté. Les données provenant directement des réseaux d'expertise, donc qu'ils ont dans leur système d'information, qui sont des données semi-normées qu'on va voir qui peuvent être utilisées, et les rapports PDF, en fait, le rapport à la fin de l'expertise, il y a un rapport complet qui décrit vraiment toute la situation et d'essayer d'aller chercher directement dans ces rapports-là les informations pertinentes. Donc, pour peut-être très rapidement redire, même si je pense que tout le monde est un peu familier avec l'assurance, mais de dire qu'est-ce que c'est les experts d'assurance dans notre cas, parce que c'est vrai que j'en parle beaucoup sans vraiment le définir. Donc, si on reprend un schéma très simplifié de gestion d'un sinistre, vous avez un sinistre, l'assureur, quand le sinistre est important, il y a un seuil d'indemnisation et qui va dépendre de l'événement et de la gestion de crise, mais quand le sinistre est important, l'assureur va mentionner un expert d'assurance qui va venir chez vous et qui va ensuite faire tout un chiffrage des dommages en fonction de devis d'artisan, en fonction de son expérience, en fonction de la situation du bien, et qui va ensuite rédiger donc un rapport présentant toutes ces informations, mais même plus, en fait, il va avoir plein d'informations sur la situation initiale du bien, sur donc quels étaient les dommages,
Parfois, mais pas souvent, il y a des informations même sur l'aléa, mais vraiment pas souvent. Et après, on a donc les informations sur les dommages. Donc on a vraiment beaucoup de choses qui sont dans ce rapport, qui permet après qui communique à l'assureur pour qu'après il puisse vous indemniser. Donc là au milieu j'ai mis l'EDI qui en fait c'est un gestionnaire d'informations parce que en général il passe pas forcément direct par l'expert, il passe par un centre qui va gérer tous ces heures de mission et ces rapports. Et donc nous ce qu'on a essayé de faire c'est d'essayer d'analyser déjà les données, d'essayer de voir où est-ce qu'elles étaient le plus requêtables et où est-ce qu'on pouvait avoir des données de qualité, et ensuite d'essayer de les analyser. Donc après une phase très intermédiaire, on a fait un peu le tour de la place pour trouver les données, on s'est concentré surtout sur les experts d'assurance en interne en fait, qui avaient les données les plus propres et les plus normées pour notre étude. Donc si on regarde ces données, ça ressemble à ça. En fait, on a un commentaire, donc notre ligne de texte qu'on va vouloir classifier. Et à côté, on a un coût, donc là que je ne mets pas mais que j'aurais pu, et où pour chaque commentaire, donc pour chaque ligne de texte là qu'on a, on a un coût associé de dommages. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est rapprocher ce commentaire-là d'une composante comme ça. Donc là, si on revient juste un peu pour regarder les mots, par rapport au problème et par rapport à tout ce qu'on dit sur le langage, là, on a en fait plutôt des mots-clés, plutôt un ensemble de mots-clés de plus ou moins bonne qualité, qui veulent plus ou moins dire des choses, et surtout dans un langage très très spécifique. En fait, c'est quand même des experts d'assurance, et donc il y a quand même un jargon un peu d'immobilier, d'assurance, et donc c'est vraiment très très spécifique à notre problème. Et aussi très spécifique à l'aléa étudié, parce que ce n'est pas les mêmes postes qui sont aménagés en fonction des aléas. Donc ce qu'on a fait, nous, c'est qu'en fonction de ces lignes de texte-là, on a essayé de créer des catégories pertinentes. Donc on a associé un peu tout le monde, les experts, les assureurs, pour trouver des catégories pertinentes. Et on est tombé sur 15 composantes principales, donc, que vous voyez ici, qui décrivent le bâtiment et qui permettent d'étudier les principaux postes. Et pour chaque composante principale, on arrive à descendre dans des composantes secondaires. À la fin, on en a 75, mais on n'en a pas 75 parallèles, on en a 75 en commun, et à la fin, ce n'est pas les 75 qui vont être utiles. On essaie vraiment de faire une typologie aussi des bâtiments pour dire qu'est-ce qui est le plus impacté, et de trouver des choses qui ont du sens au niveau de la profession dans la recherche, pour après notre but d'améliorer la prévention. Donc on a utilisé les 2 réseaux de neurones que je vous ai présentés tout à l'heure, et on a appliqué, donc on a dû faire une phase d'apprentissage où pour chaque ligne de texte, en fait, on disait ça correspond à telle composante, et après on pouvait faire notre apprentissage classique avec nos réseaux de neurones, et en utilisant les 2 architectures que je vous ai présentées, donc les réseaux de neurones de convolution et les réseaux de neurones récurrents. Donc on a fait, comme aussi je vous l'avais présenté, l'embedding en même temps que nos réseaux de neurones. Donc ça nous a permis en fait d'avoir une représentation vectorielle qui dépend vraiment de notre problème de prédiction. En fait, c'est la première couche. Et là, si on voit, par rapport à ce que je vous disais sur le sens, on l'observe vraiment. En fait, le mot couverture, il est à côté du mot toiture, ce qui a du sens. Et en plus, ça permet aussi de gérer tout ce qui est... là, on ne le voit pas, mais par exemple, tout ce qui est faute d'orthographe ou tout ce qui est singulier pluriel, 2 mots qui ont exactement le même sens de prédiction, c'est juste un S qui est différent, ils vont être assez proches dans l'espace. Donc ça, c'était assez rassurant pour notre problème, et ça collait vraiment bien. Et par rapport à aussi ce que je disais, donc au vocabulaire très spécifique, là, ça, on apprend un vocabulaire très spécifique lié à notre problème à nous. Donc ensuite, on a utilisé des données pour la grêle et la tempête, avec un historique qui allait de 2014 à 2019. Donc, et on avait 2 réseaux. Donc, par rapport à ce que je disais sur le systématique, on ne l'avait pas vraiment, mais on avait quand même une base assez conséquente pour pouvoir commencer à avoir quelques résultats et montrer des choses. Et on obtenait une prédiction donc, de 0,75, qui est, donc, effectivement, ce n'est pas parfait, et d'autres modèles donneraient peut-être des meilleurs résultats. Mais après, ce n'était pas non plus complètement aberrant, parce que c'est un problème vraiment compliqué, et même nous, parfois, on n'arrivait pas exactement à dire quelle catégorie c'était. On a pour chaque aléa, en fait, on a à peu près 40 catégories qui sont impliquées. Donc 0,75, c'est quand même plutôt bien. Et surtout qu'il n'y a pas non plus quand on classifie mal quelque chose, en fait, là, on dit, on juge vraiment par un score, mais quand on les classifie mal, c'est dans des catégories qui sont assez proches. Donc le principal résultat, en fait, ce qu'on arrive après notre étude, c'est à ça. Donc notre maison, avec nos composantes. Et pour chaque composante, on peut dire quel est le coût moyen payé pour donc la tempête
et quelle était la contribution à la charge totale du sinistre. Donc là, on peut voir que pour la tempête, les 3 composantes les plus impactées, c'est la charpente couverture, les embellissements et les autres ouvrages extérieurs. Donc on n'était pas vraiment choqués, hein, ces composantes-là, on s'attendait à que ce soit ces composantes-là les plus impactées, parce que c'est assez logique, vu comment la tempête impacte une maison, mais c'était quand même assez important de pouvoir mettre des coûts sur ces composantes-là, de voir la répartition, et de voir que les autres ouvrages extérieurs étaient quand même assez... c'était presque 30% qui étaient impactés par ça. Donc on avait vraiment des données fines qui permettent après de pouvoir essayer de mieux comprendre comment les aléas vont impacter la maison et de pouvoir préconiser donc, des mesures de prévention. On a fait ça aussi pour la grêle et on obtient des résultats assez similaires. Mais ce coup-ci, la menuiserie rentre dans le top 3 parce que, comme on a vu sur l'infographie tout à l'heure, les volets sont très impactés. Donc avec ça, ça nous permettait d'avoir donc ces premières informations sur la nature de l'endommagement. Mais il nous manquait aussi toute l'information sur l'état initial du bâtiment. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé d'étudier, ce que je vous disais, les rapports d'expertise en entier pour essayer de dire... Donc là, ce coup-ci, c'était que pour la sécheresse, pour dire, d'accord, c'est quoi les bâtiments qui sont le plus impactés par la sécheresse. Donc on peut le faire par contre pour tous les autres aléas, là on l'a fait juste pour la sécheresse, mais on peut le faire aussi pour tous les autres aléas. Et là, la source de données est un peu différente, parce que c'était vraiment le rapport en entier. Et donc là, le problème est un petit peu plus différent, et c'est surtout sur cette partie-là que je pense que les avancées récentes changeraient complètement la donne. Où en fait, là où on a un peu galéré, là, aujourd'hui, on y arriverait vraiment beaucoup plus, et ce problème-là, il serait beaucoup plus simple. Et ce serait vraiment possible d'obtenir des résultats très, très satisfaisants à bas coût. Et donc, ce qu'on cherche à faire, c'est sortir des informations sur le type d'habitation, la date de construction, vraiment essayer de décrire le bien pour faire des typologies de bâtiments impactés. Donc voilà, si on regarde les scores, on avait quand même des scores assez honorables, hein, mais pas forcément parfaits partout, notamment sur les dates, où parfois c'était un peu plus compliqué dans ce qu'on faisait. Mais c'est vraiment sur cette partie-là que je pense que les modèles d'aujourd'hui changeraient vraiment complètement ces scores et qu'on arriverait à des résultats bien mieux. Et on a donc fait ça aussi pour les coûts. Donc là, ce que je disais, je me concentrais sur l'état initial du bien, mais on peut aussi regarder quels sont les coûts et faire pareil la première étude, essayer de retrouver nos principaux postes d'endommagement pour dire, mettre un coût à côté de ça, et essayer donc de refaire les mêmes exercices, de dire quels sont les principaux postes impactés. Donc ça c'est vraiment, c'est une partie un peu exploratoire qu'on a fait à la fin et qui aujourd'hui permettrait, on aurait vraiment des très très bons résultats, je pense, pour toute cette partie-là. Et on arrivera à avoir des informations vraiment très intéressantes qu'on pourrait ensuite utiliser dans d'autres initiatives un peu plus larges. Donc ensuite, là, je vais présenter un peu 3 applications rapidement, mais où j'ai pas du tout participé, mais de dire un peu quelles sont les pistes, comment on pourrait utiliser ces données. Donc la première, c'est donc une autre thèse CIFRE à la mission Risque Naturel après moi, qui, elle, travaille sur le diagnostic de performance résilience, donc essaie de dire, de faire une cotation, au même titre qu'un diagnostic énergétique d'une maison, de faire une cotation pour la résilience. De se dire, telle maison, tel bâtiment, en fonction de plein de caractéristiques, c'est quoi sa cotation de résilience? Est-ce qu'il est résilient à tel risque naturel? Et d'essayer vraiment de faire cette cotation-là. Pour ensuite pouvoir dire quels sont les investissements, déjà d'identifier les bâtiments qui ne le sont pas, et ensuite de pouvoir permettre des investissements et des travaux. Et donc comment nos données s'intègrent dans ce projet-là? Ça pourrait par exemple être utile pour étudier quelle est la résilience du bâtiment en étudiant son état initial. Donc avec toutes les données qu'on a vues sur les PDF, on pourrait avoir cette information initiale. Et puis sur toutes les zones de réparation, en fait, on pourrait aussi dire, par exemple, imaginons on sait qu'on a une telle mesure de prévention, elle va permettre elle coûte tant et elle permet de réduire tel dommage. Et là, en étudiant les rapports d'expertise, on peut savoir combien il coûte tel dommage. Et donc on peut vraiment essayer de regarder ça d'un point de vue comptable et dire si notre mesure de prévention, elle coûte moins cher que le dommage, dans ce cas-là, ça vaut le coup de faire cette mesure de prévention-là. Donc on peut vraiment essayer de rationaliser le débat et d'apporter d'autres informations sur comment la mesure de résilience est utile. Et donc, ensuite, une autre utilisation possible, c'est l'initiative qui a été lancée donc, avec la CCR et France Assureur, donc sur les sécheresses, qui essaie je crois que ça a été lancé l'année dernière ou en 2022, je ne sais plus exactement. Et donc là, l'idée, c'était vraiment d'étudier les maisons pour
et notamment les mesures de réparation, pour essayer de voir comment évolue, est-ce qu'on a d'autres mesures de réparation possibles que celles qu'on utilise aujourd'hui, et quelles sont leurs efficacités. Est-ce qu'on peut réduire le coût, parce que la sécheresse, c'est assez spécifique, et on a vraiment la réparation de la sécheresse, comme ça a été fait pendant longtemps, il faut vraiment reprendre en fait toutes les fondations de la maison, et donc essayer d'utiliser d'autres méthodes de réparation, et de voir leur efficacité. Et donc là, pareil, en fait, dans les rapports d'exercice, on avait beaucoup d'informations qu'on a pu, et qui peuvent d'ailleurs toujours aujourd'hui, contribuer à ce genre d'initiative en apportant, en disant, bah, là, on a bien vu que par le passé, cette maison-là, en fait, on l'a réparée une fois, et 15 ans après, elle est revenue dans notre base. Bon, là, on n'est vraiment pas du tout en mesure de le faire aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui aurait été possible en centralisant les données. Et donc, pareil, bah, ça peut nous permettre de mieux faire de la prévention et de réduire le coût in fine, surtout pour un péril comme la sécheresse qui va énormément augmenter et qui coûte déjà très très cher aujourd'hui. Et ensuite, dernièrement, pour ce qui intéresse peut-être un peu plus les assureurs, bah, ça peut aussi permettre, toutes ces données d'expertise, ça permet de mieux catégoriser le bâtiment et donc de mieux connaître l'exposition. On pourrait par exemple imaginer un espèce de modèle d'estimation du coût qui se baserait en fait sur la répartition. Donc on aurait des types de bâtiments, parce qu'en fonction des régions, en fonction de comment un bâtiment est construit, il va avoir des dommages différents en fonction de l'aléa. Et à partir de ça, on pourrait affiner notre estimation du coût et donc dire que tel bâtiment touché par tel aléa, on sait que c'est à peu près telle composante qui va être touchée, on connaît à peu près les coûts moyens de tout ça, et donc on pourrait avoir une estimation plus fine. Donc là, on revient un peu aux utilisations de l'IA dont on parlait tout à l'heure, où on amène de l'information, mais à des modèles existants. En fait, là, ça pourrait complètement s'intégrer dans les modèles de tarification classiques, juste en apportant d'autres informations, d'autres covariables, qu'on serait allé chercher dans d'autres sources de données. Et donc là, pareil, l'IA permet d'aller beaucoup plus vite et d'améliorer complètement cette partie. Donc voilà en conclusion de notre étude. Donc le but, c'était vraiment d'analyser des données pour améliorer la prévention. Donc on peut le faire avec des assez bons résultats. Donc les méthodes, encore une fois, étaient bien avant tous les développements, mais pour un problème aussi spécifique de classification textuelle, je ne suis pas sûr que les nouveaux modèles permettraient d'améliorer, hein, mais peut-être pas tant que ça non plus. Par contre, pour toute la partie analyse de PDF, là, c'est vraiment, ça change la donne, et surtout sur la partie, en fait, et surtout ce que disait Antoine Lee tout à l'heure, c'est ce que là, on a fait en quelques temps, ça peut se faire en une après-midi aujourd'hui. Et c'est surtout sur cette partie-là, donc ça permettrait vraiment d'ouvrir d'autres opportunités. Mais avec une principale limite, ça reste l'accès à des données de qualité. Et c'est ce qui a énormément manqué dans nos travaux, et je pense que c'est ce qui manque encore aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas un accès global à cette donnée. Et là, j'en ai parlé un petit peu, mais il y a aussi le problème de la qualité des données qu'on utilise et comment elles sont stockées notamment dans le passé. Donc en fait, on ne pouvait pas remonter très très loin parce qu'avant, c'était pas des données, on n'arrivait pas à faire grand-chose. Et donc il y a vraiment toute cette question de qualité de la donnée qui peut être améliorée et cet accès large qui pourrait être amélioré. Et enfin, peut-être du coup plus personnellement, mais on parle énormément de prévention souvent et notamment du rôle des assureurs dans la prévention pour tout ce qui est régime CatNat, pour tout ce qui est amélioration, tout ce qui est pour augmentation du coût. Et là, en fait, je pense que ce genre d'études-là, ça ne va pas sauver la face de la Terre, hein. On ne va pas contrôler tous les risques naturels avec ce genre d'études, mais c'est quand même un premier pas qui pourrait permettre d'aider, où on pourrait vraiment essayer de dire, OK, les assureurs, ils ont plein de données, ils vont essayer un peu de les ouvrir aux constructeurs, ils vont essayer peut-être de se mettre là-dedans avec d'autres gens, pour dire, OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire ces mesures de prévention, essayer de vraiment mesurer l'efficacité, et donc de vraiment, ce qui est dans l'idée de l'initiative sécheresse, hein, d'ailleurs, et vraiment d'essayer de tous se mettre autour de la table pour faire des mesures de prévention. Et donc sur peut-être le thème plus global de la journée sur IA et assurance, en fait les outils ils sont là et ils marchent bien, et il n'y a pas vraiment de verrou technologique à faire l'étude qu'on a fait aujourd'hui. Déjà à l'époque les outils étaient déjà bons et on avait des bons résultats, mais là aujourd'hui c'est encore plus vrai, et donc tout ça il n'y a vraiment aucun problème, mais la principale limite ça va être qu'est-ce qu'on est prêt à faire au niveau des données, et est-ce qu'on est prêt à partager ces données avec d'autres. Et donc voilà, merci beaucoup pour votre attention. Merci pour cette présentation. On va passer à la phase de questions, du coup. Est-ce qu'il y a des questions ?
Merci pour votre présentation. J'aurais 3 questions. La première, c'est... En fait, à un moment, on a vu une constellation de mots et vous avez expliqué que, par exemple, le terme couverture était proche de toiture et que ça avait du sens. Comment vous faites la distinction, par exemple, au niveau... parce que le terme couverture est aussi utilisé en assurance pour autre chose que dans le bâti. Comment vous faites cette distinction? Donc ça, c'est ma première question. La deuxième question, moi, je suis contrôleur sur un assureur en particulier qui est assez avancé sur la collecte des données, mais on constate quand même que la donnée n'est pas suffisamment précise sur le bâti pour pouvoir en extrapoler des modèles qui sont suffisamment robustes. Et du coup, je me demandais si le fait d'avoir... Enfin, comment vous aviez pallié à ce problème? Est-ce que vous avez restreint les données que vous avez prises? Est-ce que le fait d'avoir plusieurs assureurs qui ont mis en commun leur base de données a permis de régler ce problème? Et ma troisième question, c'était... oui, est-ce que, par exemple, sur les données que vous n'aviez pas, est-ce que vous avez utilisé des bases externes du style RMS ou autre? Merci beaucoup. Merci. Donc, dans l'ordre, donc la première question, en fait, j'ai peut-être pas assez insisté là-dessus, mais ça, c'est spécifique à nos données à nous. Cette représentation, elle correspond qu'à nos données. Donc, dans nos données, on n'a que les rapports d'expertise pour... donc là, c'était pour la tempête. Et donc, couverture correspond surtout, en fait, qu'à la couverture du bâtiment. Parce que c'est vraiment que les données d'expertise sur la tempête. Donc, le couverture assurantielle, le sens, c'est le sens qu'il est présent dans nos données, et c'était vraiment que le couverture du bâtiment. C'est la première. La deuxième question... Alors là, peut-être c'est pas très très clair, mais moi j'étais vraiment, c'était une thèse que j'ai fait au sein de la mission risque naturel. Donc j'étais pas du tout dans un assureur et cette slide-là est peut-être du coup un peu mensongère. C'est une possibilité, mais c'est pas du tout quelque chose qu'on a fait. Et donc c'est pas du tout quelque chose. Enfin, faudrait demander à quelqu'un, à un assureur. Il y en a un pas très loin de vous qui pourrait peut-être vous répondre plus sur est-ce qu'ils font vraiment ça en interne et est-ce qu'ils y arrivent. Et je serais aussi intéressé par la réponse d'ailleurs. Mais moi, à titre personnel, j'en ai pas. Et sur la dernière, du coup, la réponse va être à peu près la même. Vu qu'en fait, moi, la thèse, c'était plus essayer de sortir ces données pour faire mes maisons avec les catégories. Je ne me suis pas vraiment posé ces questions d'amener la donnée externe parce que ce n'était pas vraiment le but. Mais oui, c'est possible par contre. Et ce serait très intéressant. Et si jamais on veut faire un modèle de ce type-là, ce serait, je pense, pertinent et très utile. On a encore le temps pour une ou deux autres questions. Bonjour, merci pour la présentation. Est-ce que c'est possible de revenir sur la partie Named Entity Recognition, sur les slides qui présentent les tableaux? Est-ce que c'est possible de donner des exemples pour expliquer, s'il vous plaît? Sur quelle partie Oui, voilà, ce slide-là et celui juste après, je crois. Oui, voilà. Ouais, ok, donc en fait, là, donc on a notre rapport d'expertise. Ce qu'on essaie de faire, c'est de cibler. Donc là, c'est ce qui va être souligné, de sortir de toute cette masse de texte des informations. Donc là, les informations, c'est l'adresse. Donc on va sortir quelle est l'adresse du bien pour après pouvoir le géolocaliser. La date du sinistre, le coût total du sinistre, et après, on veut le coût de la présence sous œuvre. Donc là, on était vraiment sur des sinistres sécheresse. Donc c'est un type de réparation très spécifique à la sécheresse, et on essayait de sortir quand il y était, quel était ce coût. Et pareil donc pour les dommages sur la façade, et ensuite de dire est-ce qu'il y avait une étude de sol ou pas. Et avant, c'était peut-être ça. Donc là, on voit voir la date de construction, la date d'extension pour voir s'il y avait une extension. L'environnement, c'est la végétation autour de la maison. C'est l'environnement à comprendre dans ce terme-là. Parce que vu que c'est de la sécheresse, il y a un arbre juste à côté de la maison et qui fait très sec, ça va jouer. Et donc ça va jouer sur les dommages. Et parfois, c'est une cause d'ailleurs de refus d'indemnisation. Ensuite, l'évaluation, donc c'est le coût total, c'est à peu près pareil. Et le type de fondation, il y a plusieurs types de fondations possibles, donc en fonction du bâtiment. Et là, c'est vraiment un vocabulaire très très spécifique, mais il y a plusieurs types de fondations et on essaie de trouver ce type de fondation pour dire est-ce que tel type de fondation est plus impacté. Et le type d'habitation, pareil, c'était
type maison de plein pied, ce genre de choses, avec étage, sans étage. Vraiment, quel est le type d'habitation, quel est le type de maison? Est-ce que c'est un pavillon? C'est plus clair, c'était ça la question. Ok. Est-ce qu'il y a encore des questions? En fait, c'est une question qui est un peu déconnectée ou même carrément déconnectée de ce que vous avez dit, mais qui se réfère à la prévention, l'identification des risques. Les données satellitaires peuvent permettre d'identifier, avec une coordonnée longitude, on peut situer les biens, on peut identifier avec les satellites, on fait plein de choses. Par exemple, le fisc vient de détecter je ne sais combien de milliers de piscines qui n'étaient pas déclarées, ou j'entends la Banque de France aussi qui est capable d'identifier de l'activité des cimenteries par la température qu'on détecte. Donc sur les risques, j'imagine on peut faire un certain nombre de choses. Est-ce que vous savez si les assureurs réfléchissent à l'utilisation des données satellitaires, le sol, si le sol est comme ci ou comme ça à côté d'une maison, si la maison a une couverture comme ci ou comme ça, on doit pouvoir identifier un certain nombre de propensions au risque. Oui. Moi, j'ai pas du tout travaillé, mais oui, c'est des sujets qui sont... Enfin, encore une fois, je suis pas vraiment en société maintenant, je suis encore un peu loin de ce monde, mais à l'époque où j'étais, il y avait des réseaux d'expertise notamment qui avaient travaillé ça sur la sécheresse, par exemple, pour donner le type... d'essayer de trouver, en fonction des images satellites, de faire des informations sur la sécheresse et des types de fissures aussi. Donc ouais, il y a des travaux dessus, mais je ne suis pas vraiment au fait de comment ça marche. Mais c'est possible. Alors, comme j'ai le micro, j'en profite. En termes de mesures de prévention, par exemple pour les retraits gonflements d'argile, typiquement, c'est quel type de prévention qui peuvent être mises en place pour limiter les dégâts Parce que tu as une idée? Il y a plusieurs trucs. Déjà, il y a tout ce qui est... et c'était un peu notre idée, déjà avant la construction, il y avait aussi un peu ce côté d'essayer de préconiser, où j'en parle pas forcément, mais avant la construction dans les normes. Et après, non, dans les mesures de prévention aussi, ce que je disais sur la végétation, il faut que la végétation ne soit pas trop près. Et après, il y a un projet avec le CEREMA où en fait, ils arrosent les maisons. Ils arrosent le sol à côté des maisons, ils récupèrent l'eau de pluie et après, ils arrosent la maison en fonction de la sécheresse. Donc ça peut être une mesure de prévention pour éviter que le sol autour de la maison bouge. Ils arrosent en fait vraiment directement dans le sol, quoi. Et c'est ce genre de type. Ok, merci. Une dernière question, sinon... Oui, alors, pardon. Merci pour la présentation. Vous avez dit à la fin, avec une analyse critique sur l'avènement des LLM et le gain d'efficacité sur le modèle que vous avez construit aujourd'hui. J'aimerais bien que vous précisiez pourquoi aujourd'hui les LLM n'adressent pas toute la première partie sur les réseaux de neurones et l'analyse textuelle plus finement. Et si vous deviez refaire l'analyse avec les LLM, quelles seraient les difficultés aujourd'hui pour ça? Ok, oui. Je dis pas que ça marcherait pas. Je pense que ça donnerait, que ça améliorerait pas tant que ça les résultats, vu qu'on a un truc très très spécifique avec un vocabulaire vraiment très spécifique à notre problème. Qu'en fait là, on fait un petit modèle performant sur notre prédiction avec nos catégories, et donc ça pourra améliorer, mais je suis pas sûr qu'il y ait un énorme gap d'amélioration parce qu'on avait déjà des résultats assez bons vu le problème de prédiction. C'est plus dans ce sens-là que je veux dire. Et si je le ferais aujourd'hui, je pense que par contre, là où les LLM pourraient vraiment tout simplifier, c'est sur la base d'apprentissage. Là, j'ai peut-être un peu caché tout ça, mais toute la base d'apprentissage s'est fait à la main avant. Et là, maintenant, c'est quelque chose qu'on pourrait quand même aller beaucoup plus vite en utilisant ça. Parce que là où j'ai juste pris des lignes Excel et j'ai mis une catégorie à côté, là, on pourrait le faire un peu plus rapidement et automatiser toute cette partie-là. Donc, pour tout ça, j'utiliserais beaucoup les LLM. Après, je ne sais pas si... parce qu'il y a aussi tout le côté où on n'a pas du tout évoqué, mais le côté de confidentialité des données et de sensibilité. Parce que là, les rapports d'expertise, on a des informations... et je n'ai vraiment pas parlé de ça, mais il y a vraiment des informations sensibles. Et donc, on ne pourrait pas non plus... on ne va pas mettre ça sur ChatGPT. C'est vraiment des informations sur il y a l'état civil de l'individu, il y a plein d'informations. Donc, on ne pourrait pas utiliser. Et l'avantage là, donc, des modèles que j'ai présentés, c'est quelque chose qui tournait sur un ordinateur, entraîné en une demi-journée.
Donc il y a vraiment aussi ce côté de petit modèle qui ne coûte pas grand-chose, qui donne des résultats pas trop mal et qui en plus est juste entraîné en interne et il n'y a pas de sortie de données, qui je pense ce serait un problème si on utilisait des modèles comme ça. Mais par contre pour toute la partie d'apprentissage et vraiment l'amorçage, je pense que ce serait super utile de les utiliser. Et même pour la classification, je serais intéressé en tout cas, je serais vraiment intéressé de voir les résultats, quoi. Mais je ne les sais pas. Merci. Et on remercie encore une fois Antoine pour sa présentation. Du coup, elle est ouverte. Hop, attends. Ouais, c'est parce que à chaque fois je cherche. Et donc pour cette poursuite de deuxième partie d'après-midi, donc j'ai le plaisir d'accueillir Juliette Legrand, qui est maître de conférence à l'UBO et qui a précédemment donc réalisé sa thèse au sein du laboratoire Sciences du climat et de l'environnement de Paris-Saclay, sous la direction de Philippe Naveau, Pierre Ayot et Nicolas Ria. Voilà, et qui a précédemment aussi fait un postdoctorat à l'INRAE Avignon. Voilà, la parole est à toi. Merci. Ok, tout le monde m'entend bien. Ok, donc bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un modèle qu'on a fait dans le cadre de mon postdoctorat à l'INRAE d'Avignon l'année dernière. Ce postdoctorat, il a été effectué au sein d'un projet européen, un gros projet européen qui s'appelait FireS, qui s'appelle FireS, qui continue encore maintenant, et qui regroupe plein d'acteurs différents à l'échelle de l'Europe pour essayer de prévenir les risques associés aux feux de forêt, grosso modo. Donc moi, le modèle que je vais vous présenter, donc déjà ça va être un peu plus mathématique, et c'est un modèle qui s'intéresse à modéliser les activités de feux de forêt. Donc, je vais détailler juste après ce que j'entends par activité de feux de forêt, et aussi de regarder leur évolution avec le changement climatique. Et je m'intéresse à une région particulière qui va être le sud-ouest de la France. Donc là, on voit une image, une photo qui a été prise en 2022. On vient d'en parler juste avant. Donc les importants feux de forêt qu'on a eus pendant l'été 2022 sur le sud-ouest de la France. Donc là, c'est la Gironde. Et cette photo, je l'aime bien parce qu'on voit un peu les risques, je pense, pour les assureurs, pour ceux qui sont assureurs ici. Ils arrivent un peu à visualiser les risques, ce que j'imagine être les risques, parce qu'on a à la fois des maisons qui sont menacées, donc le feu, il est au fond. On a des habitations qui sont menacées par les incendies, qui probablement pourraient arriver ici. Et on a aussi une menace, un risque sur la végétation, donc que ce soit au niveau des forêts, mais aussi de l'agriculture. On voit ici qu'on a plutôt des champs d'agriculture, et ici plutôt de la forêt. Donc on a pas mal de risques à essayer à mitiger, qui sont dus à cette activité de feu de forêt. Avec le changement climatique, on sait qu'il va y avoir plus de sécheresse et de heatwaves, de vagues de chaleur. Et ces deux configurations climatiques, ou météo plutôt, ça a été montré, et on le sait, que ça va augmenter le danger de feu, donc ça va augmenter les occurrences de feux de forêt. Les issues, d'un point de vue statisticien, donc ceux qui font des statistiques comme moi, les issues qu'on essaie de contribuer, donc les problématiques auxquelles on essaie de répondre, sont par exemple les suivantes. Donc à la fois identifier les facteurs qui contribuent à ces activités de feux de forêt extrêmes, donc c'est la première fois que je glisse le mot extrême, et aussi par exemple d'essayer d'anticiper les potentiels scénarios de feux de forêt, ce que je vais vous montrer à la toute fin de cette présentation. Et la réponse à laquelle on va essayer de répondre ici, c'est comment modéliser l'évolution des activités de feux de forêt de façon spatio-temporelle. Donc, je pense que ça parle à tout le monde, donc à la fois spatialement et temporellement.
Donc ici, on regarde typiquement les données que j'ai manipulées. Donc c'était sur le sud-ouest de la France, dans l'ancienne région Aquitaine, qui s'appelle plus Aquitaine, qui regroupe 4 départements différents. Et les points rouges, ce sont des départs de feux de forêt entre des données collectées donc entre 2006 et 2020. Donc c'est tous les feux qui ont été observés, donc plus grands que 0,1 hectare, pour être précise. Et ici, je vous ai mis une définition donc pour montrer un petit peu l'intérêt d'utiliser des outils statistiques pour modéliser ce genre de phénomène. C'est une définition qui est donnée par, j'ai oublié le nom, mais en gros les sapeurs-pompiers américains. C'est donc la définition d'un wildfire. Donc wildfire, ça sonne un petit peu mieux en anglais parce qu'on voit bien que c'est un feu sauvage. Nous, on traduit ça par feu de forêt, mais c'est pas vraiment ça. C'est donc un feu qui est non contrôlé et dont l'origine n'était pas prévue. Okay, donc le départ du feu de forêt n'a pas été planifié, en opposition aux feux de forêt qui peuvent être planifiés, qui peuvent être effectués de temps en temps. Et donc ce fait que ça soit non contrôlé et non planifié, ça montre à quel point on a une stochasticité, donc un phénomène aléatoire sous-jacent, qu'on a besoin de modéliser avec nos outils. Les drivers, donc qu'est-ce qui contribue aux activités de feu de forêt? Donc, nous, on s'est intéressé, on a fait un modèle un peu plus simplifié, on a regardé que 2 drivers principaux, donc 2 variables physiques. La première, évidemment, c'est les conditions météorologiques. Ces conditions météorologiques, elles ont été... donc on peut penser à la sécheresse, au fait qu'il n'a pas plu pendant un certain temps, plein d'autres, au vent aussi qui peut contribuer à la propagation plus rapide des feux de forêt. Et il y a eu un indice climatique qui a été créé par l'Institut canadien des feux de forêt, qui s'appelle donc le Fire Weather Index, donc FWI, donc l'indice feu météo, qui est un indice qui regroupe plein de variables météo différentes. Donc ça va regrouper un petit peu toutes les variables qu'on peut imaginer, l'humidité, les précipitations, le vent, la température, donc tout ce qui peut contribuer à l'apparition d'un feu de forêt. Et donc typiquement, plus ce FWI, cet indice feu météo, est élevé, plus si un feu de forêt apparaît, il va être important. Enfin, vraiment, ils sont très corrélés assez linéairement entre la sévérité d'un feu de forêt et cet indice feu météo. Donc là, c'est juste pour vous montrer donc, un petit peu spatialement comment il se comporte. Et on voit typiquement dans les régions, je ne sais plus la date ici, mais c'était, je pense, le jour où on a observé le FWI le plus important dans notre base de données. On voit bien ici l'endroit où il y a eu les feux les plus importants en été 2022. Okay, donc, cette région est souvent soumise à des conditions météorologiques susceptibles d'engendrer des feux de forêt importants. L'autre variable importante, donc ça c'est un petit peu qu'est-ce qui va nous permettre d'allumer, d'allumer notre allumette, okay, le briquet, donc c'est l'indice feu météo. Et ensuite, le briquet, une fois qu'on l'a allumé, il faut qu'il y ait quelque chose à brûler. Et ce qui va brûler, c'est la végétation. Et nous, ce qu'on a regardé, c'est la superficie forestière. Je détaillerai juste après donc, les données, d'où est-ce qu'elles viennent, mais ça, c'est juste pour montrer un petit peu donc, la superficie forestière agrégée sous forme de pixels, okay, sur la région qui nous intéresse, en hectares. Et donc, c'est ça qui va brûler. Donc, on peut se dire, évidemment, c'est assez intuitif que plus il y a de forêt, plus ça va brûler. S'il n'y a pas de forêt, ça risque de moins brûler. Donc ça, c'est les 2 variables physiques qui vont nous permettre d'expliquer nos feux de forêt. Nous, ce qu'on va caractériser comme donc, ce qu'on va appeler les activités de feux de forêt, c'est donc à la fois l'occurrence, donc la localisation, où est apparu le feu de forêt, donc c'est mes points rouges que je vous ai déjà montrés, et aussi la superficie brûlée associée à ce feu de forêt, donc la burnt areas, donc la taille complète à la fin, quand le feu est éteint, combien de superficie de forêt, par exemple, le feu a brûlé. Donc il faut savoir qu'il y a des personnes qui s'intéressent à d'autres choses que la superficie brûlée, mais ici, c'est ce qui nous intéressait. Donc on va essayer de modéliser à la fois l'occurrence, la position et la superficie brûlée. Donc les occurrences, je vous les ai déjà montrées, et ici on voit un histogramme
des superficies brûlées, donc en échelle logarithmique. Tout ça pour vous montrer que donc, les superficies brûlées sont à queue lourde. Donc, je ne sais pas à combien de personnes ça parle, ce terme-là, mais moi je travaille, donc peut-être j'aurais dû le préciser, je fais de la théorie des valeurs extrêmes. Okay, donc je m'intéresse à modéliser les valeurs extrêmes dans une distribution. Et dans une distribution, la queue de distribution, donc c'est ce qui se passe à droite, ici. La queue de distribution, on la caractérise selon son épaisseur, okay, donc elle peut être plus ou moins lourde. Et ici, ce qu'on voit, c'est que les superficies brûlées sont à queue lourde, et donc difficiles à prédire, à modéliser. Plus difficile que si c'était à queue plus légère. Pour le dire autrement, en termes moins statisticiens, très peu de feux de forêt vont contribuer aux superficies les plus grandes brûlées. Voilà. Et donc je repasse une couche. Notre objectif, c'est de modéliser à la fois les occurrences et les tailles des feux de forêt. Alors les données, donc on a pas mal parlé des données, et en tant que statisticien, mathématicien, universitaire, et j'ai l'impression que vous aussi, en tant qu'assureur, on est pas mal limité par l'obtention de données pour faire nos modèles. Donc je me suis dit que c'était bien de vous présenter les données d'où elles viennent, et celles qui sont publiques, celles qui ne le sont pas. Donc les données météo, elles sont semi-publiques, okay, c'est Météo France. Normalement, il suffit d'envoyer un mail si on connaît les bonnes personnes pour obtenir les données de Météo France. Donc c'est des données météo qui sont issues d'une base de réanalyse. Donc c'est une façon de simuler la météo, d'un modèle qui s'appelle Safran, et la résolution est de 8 km. Donc c'était un petit peu les pixels que je vous ai montrés tout à l'heure sur les cartes. Pour les données de forêt, ça c'est totalement public. Donc on peut obtenir de façon en ligne, télécharger la couverture forestière. Donc, on peut aussi avoir d'autres paramètres plus spécifiques. On peut savoir quelles espèces d'arbres sont plantés, quelle est la proportion de terrains agricoles ou de forêts sauvages, on va dire. Pas mal de paramètres différents. Donc ça c'est dans une base de données qui s'appelle Corinne, et qu'on a agrégé à l'échelle 8 km. Donc on a suivi l'échelle Safran qu'on avait au départ pour les données météo. Ensuite, c'est là peut-être le point le plus critique, c'est sur les données de feu. Elles sont semi-publiques-privées. Donc la première partie est publique, donc c'est la base de données BDIF, qui comprend les occurrences et les tailles de feux de forêt sur l'échelle de la France entière, mais qui est connue pour avoir pas mal de trous, okay, donc pas mal de feux qui sont mal reportés. Donc on l'a combiné avec cette fois-ci une base de données qui est plutôt privée, qui s'appelle JIP Algérie, okay, ça a un nom, et qu'on a également agrégé à l'échelle de 8 km, donc nos pixels qu'on avait au départ. La résolution temporelle de nos données, donc on a des observations journalières de 2006 à 2020, et donc il faut savoir que souvent les personnes qui s'intéressent à modéliser les activités de feux de forêt, elles vont séparer les feux hivernaux des feux d'été, parce que c'est vraiment des comportements assez différents. Okay, l'économie, ce qui se passe de façon économique ou sociale sur la région est assez différente en hiver qu'en été. La végétation n'est pas du tout la même également. Et donc nous, on s'intéresse uniquement à la saison la plus critique, qui est donc la saison d'été, de mai à octobre. Okay, donc le modèle, c'est un modèle qui a été développé à l'INRAE, donc à l'INRAE d'Avignon, où j'étais l'an dernier, qui s'appelle FIRE-Lihoud. Donc c'est la contraction entre Fire et Likelihood. Okay, donc c'est un modèle pour modéliser les feux de forêt de façon probabiliste, qui est développé depuis 2018. Donc le premier papier, il a été développé, le papier qui pose vraiment le modèle est sorti en 2021 par des personnes qui étaient à l'INRAE. Et ensuite, je vous présente juste un petit peu les différents développements qui ont été faits sur ce modèle. Un travail en 2022 qui s'est intéressé plus à essayer de discriminer parmi tous les facteurs potentiels. Donc moi, je m'intéresse que à cet indice feu météo que je vous ai présenté et aux superficies forestières. Mais il y a plein d'autres drivers potentiels, notamment si on regarde les activités humaines,
Okay, on peut aussi regarder la distance à la route de la forêt, on peut regarder si les trains passent, si plein de choses, est-ce qu'il y a une économie forestière à cet endroit-là. Okay, donc ça a été fait dans un papier en 2022, où ils se sont intéressés à essayer de trouver un petit peu tous les drivers potentiels pour caractériser les régimes de feux de forêt. Peut-être plus d'un point de vue plus finance ou économie, et toujours avec la même équipe, des personnes donc, se sont intéressées à partir de ce modèle à essayer de discriminer, enfin, de déterminer les impacts sur l'économie. Donc typiquement c'est l'agriculture forestière, okay, l'impact des feux de forêt en utilisant ce modèle-là. Et enfin un modèle, donc là plus d'une équipe plus statisticien, où ils ont amélioré le modèle initial, Fire-Lihood, en s'intéressant plus aux extrêmes, aux superficies brûlées extrêmes, et en ajoutant plus de flexibilité. Donc ça, c'est vraiment plus d'un point de vue statisticien. Tous ces modèles étaient appliqués dans le sud-est de la France, okay, parce qu'avant l'été 2022, l'intérêt à l'échelle de la France pour la gestion des feux de forêt, c'était vraiment le sud-est de la France. C'est là où on avait vraiment beaucoup de feux tout le temps, chaque été. Donc ces modèles ont été appliqués à cette région-là, et nous, on a adapté le modèle pour le sud-ouest de la France, et avec un modèle assez flexible, un petit peu comme dans la même idée que le dernier papier. Ok, donc le modèle, c'est quoi? Alors, donc Fire-Lihood, c'est un processus spatio-temporel ponctuel marqué, je ne sais pas comment ordonner les mots en français, désolé, donc un processus ponctuel marqué spatio-temporel, ça ira mieux comme ça. Je vais expliquer juste après ce que c'est. Donc, où les points, ce sont mes occurrences, donc c'est vraiment les points sur ma carte, les points rouges que j'essaie de modéliser. Et à chacun de ces points, je peux lui associer ce qu'on appelle une marque, donc une valeur en plus, qui va être les tailles de feux de forêt associées. Une occurrence, une taille, et j'essaie de modéliser les deux. Donc on a ce qu'on peut dire une double stochasticité ici, parce qu'on a à la fois le côté aléatoire des occurrences de feux de forêt, et pour un feu de forêt donné, une occurrence donnée, on va aussi avoir l'aléatoire, la stochasticité de la taille du feu, quelle proportion va prendre ce feu. Okay, donc mes données, j'ai parlé un petit peu des pixels, donc on agrège toutes nos observations. Donc faut imaginer que nos observations, donc nos points rouges, les occurrences de feu, on a une coordonnée, une position GPS, latitude, longitude, et on les agrège tous dans mes petits pixels de 8 km² pour avoir mon modèle. Et on a en fait des pixels jour, okay, donc on a le nombre d'occurrences de feu dans un pixel jour pour un jour donné dans un pixel. Et c'est ce qu'on essaie de modéliser, et à chacune de ces occurrences, on associe la taille que je note SI. Le modèle, donc là on va faire étape par étape, okay, donc là c'est le modèle bayésien, donc c'est un modèle hiérarchique. Je m'intéresse uniquement aux occurrences pour l'instant, mes occurrences NI dans mes pixels jours. Donc on a une première couche qui s'appelle la couche d'observation qu'on modélise. Donc c'est mes occurrences, donc c'est un processus ponctuel. Okay, donc j'ai une apparition d'un feu et ça se modélise très bien par des processus de Poisson. Okay, donc on modélise mes occurrences NI par une loi de Poisson d'intensité lambda I. Donc ça c'est ma première couche, ma couche d'observation. Ensuite, sur cette couche d'observation, on a un processus latent. Donc c'est un petit peu ce qui va nous donner l'information de comment varient mes paramètres dans mon modèle. Le processus latent, c'est juste dire que je fais porter l'effet, donc si je m'intéresse juste aux deux dont je vous ai déjà parlé, FWI et ma superficie forestière, l'effet de ces variables-là, je les fais porter sur mon intensité de ma loi de Poisson, avec un lien logarithmique, mais peu importe. Et j'ajoute d'autres variables qui vont faire m'informer sur mes occurrences de feux de forêt, qui sont, si je prends d'abord donc le DOI, c'est le jour de l'année, okay, donc on a la saisonnalité. AI, c'est juste mes latitude-longitude, okay, c'est la position spatiale de l'occurrence de mon feu. Et hier, c'est un effet année.
Donc c'est un effet vraiment où on n'a aucun a priori dessus, c'est juste quelque chose de IID, donc indépendant, identiquement distribué, c'est une espèce d'effet aléatoire, juste pour essayer de récupérer ce qu'on n'a pas réussi à décrire suffisamment bien avec mes autres variables. Donc ça, c'est ma couche, c'est mon processus latent. Et je me place dans un cadre bayésien, donc on a une troisième couche qui est la couche d'hyperparamètres. Donc ça, c'est ce que je connais a priori. C'est là où je vais pouvoir, c'est mes hyperparamètres. C'est donc l'inférence bayésienne, c'est juste dire sur mon modèle, je ne connais pas rien, je connais un petit peu d'informations et c'est ici que je vais la mettre, grosso modo. Donc ça, c'est mon modèle, qui finalement n'est pas si compliqué, j'espère, pour modéliser mes occurrences, donc juste par un processus de Poisson. Et ensuite, on peut aller plus rapidement ici. Donc là, c'est de façon similaire pour mes superficies brûlées. Donc si j'ai l'occurrence IJ, donc c'est un conditionnel ici, donc si j'ai l'apparition au moins une occurrence de feu de forêt dans mon pixel jour, je vais modéliser les tailles associées à chacun de mes feux dans ce pixel par une loi gamma. Donc pourquoi une loi gamma? C'est juste parce que ça modélise assez bien les phénomènes à queue lourde. Donc on pourrait faire quelque chose de plus sophistiqué, c'est ce qui a été fait dans le papier de 2022, avec des lois de Pareto généralisées, enfin des choses qui sont plus adaptées aux extrêmes. Mais ici, dans un modèle un peu plus global, ça marche très bien, les lois gamma. Et pareil, j'ai mon lien log, donc ma couche latente, sur lequel je fais porter mes effets. Donc à nouveau, l'effet année, le FWI, la superficie forestière. Et cette fois-ci, vu que c'est assez complexe, parce qu'on a beaucoup plus, parce que pour chaque occurrence, je simule, j'essaie d'estimer la superficie brûlée. Donc si on avait vraiment un modèle longitude-latitude, ça serait vraiment très complexe. On a juste un effet de département. Donc selon les 4 départements, on a un effet différent. Et une troisième couche qui est la couche d'hyperparamètres. Alors, deuxième difficulté pour ajuster ce modèle. Donc, on se place dans un cadre bayésien et on va utiliser l'approche qui s'appelle INLA SPDE. Donc, j'espère qu'à la fin de ce slide, ça sera plus clair qu'est-ce que c'est INLA SPDE. Donc, se placer dans un cadre bayésien, ça veut dire que je mets ce qu'on appelle des priors gaussiens, donc on va le voir juste après. C'est donc j'avais ma fonction F3 de FWI, par exemple. Donc ça, c'est l'effet de mon indice feu météo. Je le modélise par des splines. On peut mettre ce qu'on veut. Ici, je mets des splines, donc c'est juste quelque chose qui varie assez bien. C'est une certaine fonction de mon FWI, c'est une combinaison linéaire de fonctions de base qui prennent comme argument mon indice feu météo. Peu importe, ça c'est juste une fonction qui prend comme argument mes FWI. Et qu'est-ce que ça veut dire de mettre des priors gaussiens sur ce modèle? Ça veut dire que les bêtas que je cherche à estimer, je suppose qu'ils suivent un processus gaussien. Donc ils suivent une loi multivariée gaussienne. Donc ces bêtas ici suivent une loi normale multivariée. De paramètres, donc de moyenne nulle. Et ici, j'ai fait exprès, on va revenir juste après, d'écrire non pas la matrice de covariance, mais la matrice de précision, donc l'inverse de la matrice de covariance. Alors, donc, ce que j'ai besoin de faire, c'est de calculer ces densités ici, pour pouvoir faire l'ajustement de mon modèle. Pour calculer ces densités, on utilise donc l'approche INLA, donc qui veut dire c'est des approximations de Laplace nested, donc ça veut dire qu'elles sont emboîtées. Donc c'est une succession d'approximations de Laplace. Il n'y a vraiment pas besoin de savoir ce que c'est les approximations de Laplace. C'est juste une façon d'estimer ces densités. Mais le problème, c'est que cette approche, elle suppose que mon champ gaussien ici, donc ça c'est mon champ gaussien ici, cette loi normale multivariée, c'est en fait un champ markovien gaussien. Donc qu'est-ce que ça veut dire markovien? C'est pas du tout un gros mot, c'est juste dire que cette matrice de précision ici, elle est creuse. Donc j'ai
il y a très peu de non-zéro. Moi, c'est pas ce que j'ai pas un champ markovien gaussien ici en toute généralité, j'ai juste un champ gaussien. Et c'est pour ça qu'on utilise, en plus de l'approche INLA qui me sert à estimer cette densité, l'approche SPDE. À nouveau, il n'y a pas besoin de comprendre forcément ce qu'il y a derrière, mais c'est juste une façon d'approximer des champs gaussiens quelconques par ce qui m'intéresse, des champs gaussiens markoviens. Et donc, l'approche INLA SPDE, donc pour ceux qui font un petit peu de statistique et peut-être qui utilisent l'approche MCMC, okay, donc c'est vraiment une espèce de compétiteur à l'approche MCMC qui est dite plus rapide, qui est accurate, donc qui est correct, et qui permet, grâce au fait qu'on approxime notre champ gaussien par un champ gaussien qui a une matrice de précision creuse, de pouvoir gérer des jeux de données qui sont très grands. Okay, parce qu'on va au final avoir très peu de valeurs qui sont non zéro. Donc j'espère que je ne vous ai pas perdu là-dessus, mais ça c'était l'approche INLA SPDE, juste un concurrent à l'approche MCMC. MCMC, Monte Carlo Markov Chain, pour dire le mot en entier. Donc je reviens sur mon modèle. Okay, donc j'utilise l'approche INLA SPDE, j'ajuste mon modèle. Qu'est-ce que ça me permet d'avoir? Ça me permet d'avoir des sorties. Donc ce qu'il faut garder en tête, c'est que, comme je me place dans un cadre bayésien, j'estime pas des paramètres, mais j'estime des densités a posteriori. C'était les fonctions f que j'avais tout à l'heure. Et donc je peux m'amuser à les tracer, ou à en tracer la moyenne en tout cas, avec des intervalles de confiance. Et peut-être pour aller plus rapidement, donc ce qu'on peut voir, c'est que si on regarde l'effet année ici, il ne faut pas forcément regarder les valeurs, mais juste regarder l'allure de cet effet. Ce qu'on voit, c'est que donc ici on est fin septembre à peu près, okay, donc c'est à la fin de la saison des feux les plus importants. On voit que l'effet ici diminue, c'est ce à quoi on s'entend. Okay, donc on voit apparaître la saisonnalité ici sur l'estimation de notre effet saisonnier avec le jour de l'année. Si on regarde le FWI et la superficie forestière, on voit qu'ils augmentent quasiment linéairement avec le nombre de feux de forêt. Okay, c'est ce à quoi on s'attend. Okay, ça, c'est les prédicteurs physiques. Donc, plus ils sont importants, plus on a d'occurrences de feux de forêt. Si on regarde l'effet spatial ici, donc ça c'est le dernier, c'était le AI, okay, le F de AI, ben, on voit juste l'effet un petit peu, on a des clusters qui se séparent assez bien. Donc, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on voit qu'on a quand même plus tendance à peut-être avoir une plus forte activité de feux de forêt dans cette région que dans la région ici plus au sud. Et peut-être ce qui est important aussi de regarder, c'est l'effet annuel ici. On voit qu'il n'est pas nul, donc ça veut bien dire qu'on n'a pas réussi à capturer toute la stochasticité, tout l'aléatoire avec nos autres paramètres précédents que je vous ai montrés juste avant. D'où l'intérêt d'utiliser cet effet année pour un peu un fourre-tout où on va mettre toutes les autres informations qu'on n'a pas réussi à capturer. Donc ça, c'était pour les occurrences. On peut regarder la même chose pour les superficies brûlées. C'est exactement la même chose que tout à l'heure, donc je vais passer. Donc ça, il faut bien avoir en tête que c'est les densités a posteriori sur mes paramètres que j'ai estimés. Donc avant de passer aux projections climatiques, donc ce qu'on aime bien faire quand on fait des modèles statistiques, c'est de vérifier si notre modèle marche déjà sur les données actuelles. Et donc pour faire ça, c'est assez simple. On découpe notre échantillon, on se réserve une petite partie où on ajuste notre modèle, on en prend une autre où on essaie de comparer si on est bon ou pas. Et donc là, je vais vous présenter donc, des simulations d'occurrence et de taille de feux de forêt. En tirant donc, dans mes lois, vu que j'ai estimé mes lois a posteriori, je peux tirer un nombre de fois autant que je veux, donc ici par exemple 100 fois, dans mes distributions a posteriori, combinées avec les valeurs de FWI, de superficie forestière que je connais, et obtenir des simulations. Donc sans plus attendre, donc ici en haut, donc on regarde à l'échelle spatiale. Okay, donc c'est assez dur de représenter spatio-temporellement. Il faudrait faire des vidéos. Donc là, on regarde de façon décorrélée à l'échelle spatiale et en dessous à l'échelle temporelle. À gauche, donc ce sont les observations. Donc j'ai agrégé toutes mes observations dans mes petits pixels. Donc plus ça va vers le jaune, plus on a beaucoup de feu dans mes pixels.
Et à droite, c'est les simulations que j'ai réussi à faire avec mon modèle ajusté. Donc on voit qu'on est quand même plutôt très bon. Et on peut aussi regarder la même chose en agrégeant temporellement. Okay, donc là, je prends tous mes pixels, je les mets ensemble et je regarde juste le temporel. Et on voit donc, que ce soit à l'échelle de l'année, à l'échelle pour une année spécifique, le jour de l'année, ou on peut aussi regarder à l'échelle de la semaine. Tout ça pour dire que le modèle marche assez bien pour les occurrences. Et maintenant, pour les tailles. Okay, donc pour les tailles, c'est pas si mitigé que ça. Okay, donc si c'est exactement les mêmes graphiques, on voit qu'on retrouve les patrons spatiaux de mes feux les plus extrêmes, okay, donc de ce qui se passe un petit peu. Et par contre, c'est assez bruité, okay, c'est assez lissé. Et donc ça, c'est par rapport à ce que je vous ai dit au tout début. Les superficies brûlées, sont à queue lourde. Okay, donc on s'attend à ce qu'avec une loi gamma, qui est une première approximation, on n'arrive pas à récupérer les valeurs les plus extrêmes. Donc les points jaunes ici, plus brillants, on n'arrive pas à les récupérer. Cependant, si on regarde à l'échelle ici temporelle, on est assez bon quand même pour récupérer nos données observées. J'ai complètement oublié de vous dire, donc les points noirs, c'était les observations, okay, et en rouge, c'est mes simulations, mais je pense que c'était assez clair. Ou peut-être pas, mais je le dis maintenant. Ok, donc maintenant, donc, les projections, donc, à quoi ça a servi de faire ce modèle? C'est d'essayer de voir un peu comment vont évoluer les activités de feux de forêt d'ici à 2100. Donc pour faire ça, on sait très bien faire des projections, on y arrive bien parce qu'on a des sorties de modèles climatiques qui nous permettent de le faire. Ici, on a pris donc, 4 modèles climatiques différents, donc ça permet aussi de voir, on va le voir juste après, un petit peu l'incertitude engendrée par les différents modèles climatiques. C'est vraiment une question assez importante pour ceux qui font des statistiques et sciences du climat, pour essayer de... déjà de comparer, selon les modèles climatiques, on n'a pas du tout les mêmes scénarios, les mêmes sorties, prédictions qu'on peut obtenir. Donc 4 modèles climatiques différents avec 2 scénarios climatiques. Donc je pense que tout le monde est OK là-dessus. Enfin, en gros, c'est RCP 4.5 et RCP 8.5. C'est un petit peu selon comment on va évoluer la société, okay, donc ou l'émission de carbone plutôt. Les RCP ne prennent pas en compte l'aspect sociétal. Comment vont évoluer les émissions de carbone selon nos comportements. Donc un plutôt pessimiste, 4.5, et un plus pessimiste, 8.5, pour essayer de comparer un petit peu à quoi on peut s'attendre. Et donc ici, je vais passer un petit peu de temps à l'expliquer. Donc on a par colonne les 4 modèles climatiques différents. Okay, il y a leur nom ici pour ceux que ça intéresse. C'est 4 modèles par 4 instituts différents. La première ligne, ce sont les comptages, enfin les occurrences annuelles. Okay, donc j'agrège sur tous mes pixels, je regarde juste par année le nombre de feux que j'observe dans la région Aquitaine. Et en dessous, la même chose pour les superficies brûlées. Donc, les points, ce sont mes observations à nouveau, enfin mes observations, mes prédictions, pardon. Du coup, non, pas du tout les observations, les prédictions. En gris, c'est avec le scénario RCP 4.5, en rouge avec le scénario RCP 8.5. Et les points, ce sont donc les moyennes sur 20 simulations qu'on a fait avec notre modèle ajusté avec INLA SPDE. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit qu'on va aussi utiliser INLA SPDE pour lisser ces points, okay, donc pour essayer d'avoir des trajectoires de comment se comportent un petit peu ces projections. Et donc c'est les courbes que vous voyez avec les intervalles de crédibilité plutôt, la moyenne lissée donc, de toutes ces simulations, donc de tous ces petits points. Tout ça pour dire quoi? Pour dire déjà que selon les scénarios, les modèles, pardon, donc typiquement le premier et le tout dernier, par rapport à ceux du milieu, okay, on voit qu'on n'a pas du tout le même comportement d'augmentation d'activité de feux de forêt sur la même région avec le même modèle. Et par exemple, si on regarde le plus pessimiste, qui je pense est celui-ci, ici, on va de 2020 à 2100, okay, on double quasiment le nombre de feux de forêt annuels sur la région Aquitaine.
Et pour la superficie brûlée également, si je ne me trompe pas, on est quasiment au double par rapport à ce qu'on pouvait observer en 2020. Donc ça, c'est pour... Ça, c'était pour à l'échelle temporelle. Et donc, on peut aussi regarder à l'échelle spatiale. Mais je trouve que ça parle peut-être un petit peu moins. Mais on retrouve... Donc ici, ça, c'est sur ma période d'observation, donc de 2006 à 2020, si je ne me trompe pas. Et ici, on a fait la moyenne sur les 30 dernières années, de 2070 à 2100. Donc, peu importe, mais c'est juste pour vous montrer un petit peu temporellement, spatialement, pardon, cette fois-ci, comment ça peut évoluer par rapport à notre période d'observation. Donc plus c'est jaune, plus on prédit une forte activité de feux de forêt. À nouveau, en haut, c'est les occurrences, en bas, c'est les superficies brûlées. Ok, donc pour conclure, donc on voit selon certains modèles, ok, mais quasiment tous les modèles montrent quand même une augmentation du risque de feux de forêt ou une augmentation de l'activité de feux de forêt sur le sud-ouest de la France, qu'on a une très forte variabilité selon les modèles climatiques qu'on regarde, d'où l'importance, et c'est ce que certains chercheurs essaient de faire, de combiner tous ces modèles, okay, d'essayer d'avoir des espèces de moyennes, de pondérer tous les modèles pour avoir la projection la plus précise. Et donc un petit disclaimer, c'est que l'exemple que je vous avais montré au tout début, donc 2022, où on a vraiment eu l'activité de feux de forêt la plus intense observée dans le sud-ouest de la France, n'a pas été prise en compte. Okay, donc on peut imaginer que les résultats seraient pires en prenant cette année qui était vraiment dramatique au niveau des activités de feux de forêt. Et j'espère vous avoir présenté une méthodologie qui est nouvelle, et je ne sais pas si vous l'utiliserez, mais en tout cas être au courant que ça existe, qu'il y a des personnes qui s'intéressent à modéliser les feux de forêt, donc avec un modèle bayésien hiérarchique, qui utilise des outils assez avancés en statistique, donc avec l'approche INLA-SPDE, et aussi peut-être le dernier point, que l'approche INLA-SPDE peut aussi être utilisée pour lisser des projections climatiques, contrairement à d'autres méthodes qui peuvent être actuellement utilisées. Voilà, donc si vous voulez plus d'informations, le préprint est sur HAL. Je vous remercie. Merci Juliette pour cette présentation très pédagogique. Du coup, on a du temps pour des questions. Est-ce que... Merci Juliette. En fait, j'avais deux questions. La première sur les données et une deuxième sur le modèle. Donc sur les données, donc tu fais une maille de 8 km. Si j'ai bien compris, cette taille de maille est un peu imposée par les données météo qui étaient sur cette maille-là. Et ensuite, tu as des données potentiellement plus fines en termes de végétation, etc., que tu as mentionnées, mais que tu as agrégées pour remettre sur cette taille-là, sur cette maille-là, pardon. Est-ce que ça peut paraître peut-être un peu large comme maille? Est-ce qu'on pourrait imaginer, c'est très ouvert comme question, mais de garder des mailles plus fines sur là où tu as l'information et d'essayer de garder quand même cette maille plus fine quand tu l'as et éventuellement bon, même si les mailles météo, tu ne l'as pas. Et puis j'en profite pour ma deuxième question. C'est donc concernant les modèles. Tu dis que en fait, les processus de poisson, ça matche bien en termes de données, alors qu'on pourrait penser, par exemple, alors c'était sur 2022, mais il y avait typiquement des feux où en fait, ça continuait à brûler sous terre et puis au bout d'un mois, en fait, ça refaisait surface. Et puis une des composantes aussi spatiales en termes de contagion, de feu. Est-ce que des modèles un peu cluster excités pourraient être implémentés pour traduire ces phénomènes contagieux de cluster qu'on pourrait imaginer avoir apparaître dans les feux de forêt? Voilà, merci. Oui, alors pour la première question... Donc c'est une très bonne question. On avait discuté, mais du coup j'ai mis un terme à mon postdoctorat, mais c'était une question très intéressante à aborder. C'est de prendre en compte les données de stations météo, donc à une échelle vraiment plus fine. Du coup, on garderait l'information de la grille assez grossière de Safran, et de rajouter localement, parce qu'on a des stations météo en France qui produisent donc de l'information beaucoup plus locale, d'intégrer localement ces informations pour essayer d'améliorer le modèle. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut être regardé et qui est assez intéressant et que plusieurs personnes se posent, essaient de faire. Donc d'intégrer de l'information plus fine pour essayer de
combiné aussi avec l'information fine qu'on a des forêts, des occurrences de feu qui sont vraiment latitude, longitude, enfin vraiment assez précises. Et pour la deuxième question, qui était les clusters, ouais. Donc les feux, en fait, c'est assez complexe parce qu'il y a aussi, et c'est quelque chose qui questionne pas mal et qui serait aussi intéressant à regarder, c'est typiquement, là en Aquitaine, ça a beaucoup brûlé. Et une fois que la superficie a brûlé, elle ne va pas du tout rebrûler de la même manière. C'est pas vraiment la question, mais j'avais envie d'en parler. C'est quelque chose qui est à prendre en compte et qu'on aimerait prendre en compte aussi. C'est de prendre en compte le fait qu'il y a eu des superficies qui ont été brûlées. Elles vont mettre un petit temps, la végétation va se régénérer avant que ça brûle à nouveau. Sur l'aspect cluster, ce qu'on observe, nous, ce qui nous intéressait, c'est plutôt les feux qui se propagent, les gros feux. Okay. Je ne sais pas comment sont pris en compte, par exemple, si c'est un feu et qui vole, entre guillemets, et qui va créer une nouvelle occurrence un petit peu plus loin. Je pense que c'est comptabilisé comme un même feu. Ça, c'est vraiment l'aspect plus des deux autres personnes qui étaient dans le travail, qui sont spécialistes, donc qui travaillent à l'Institut des feux de forêt, typiquement, qui s'appelle comme ça. Et donc, ils sont vraiment très spécialistes là-dessus. Ouais. Peut-être, oui, pour rebondir sur cet aspect, il y a l'aspect cluster, mais ce que je me demandais aussi, c'est est-ce qu'on peut prendre en considération les effets de corrélation, les effets de cross? Enfin, ce que je veux dire, c'est là, j'ai l'impression qu'on modélise chaque feu, mais par exemple, on a un certain nombre de canadaires en France. Si ça brûle sur la Côte d'Azur et ça se met à brûler autour du bassin d'Arcachon, il y a un moment, mais enfin, on l'a vu en Grèce, il y a un moment, ils sont débordés, ils font appel à la solidarité européenne, mais on perd en efficacité. Et donc, sur le fait que la taille est moins bien modélisée que les occurrences, je me disais qu'il y a peut-être aussi sur la taille un effet de prendre en compte, alors je ne sais pas si c'est une demi, ou de dire, est-ce que quand j'ai mon feu, est-ce qu'il y a eu un grand nombre de feux en même temps ou pas? Oui. C'est quelque chose qui a été regardé dans le papier, où ils se sont intéressés à tous les drivers possibles. Enfin, c'est un petit peu quelque chose qui a été regardé, où ils ont aussi inclus la distance à la station de pompiers, enfin comment on dit, où sont les pompiers, par rapport au feu. Donc c'est des choses qui ont été incluses. Donc aussi de déterminer s'ils sont beaucoup mobilisés déjà, donc combien de personnel il y a. Donc on peut vraiment aller à l'échelle très fine. C'est des choses qui sont regardées, de vraiment regarder des choses plus spécifiques comme ça. Parce que c'est vrai qu'au niveau de politique publique, c'est important de voir l'efficacité du matériel, où on le positionne, ce matériel, et à quel point il faut investir et l'impact que ça peut avoir sur les surfaces brûlées. Oui, tout à fait. Et ça me fait penser, c'était donc l'une des personnes qui était dans le projet communique beaucoup plus avec les acteurs publics, donc, ce que nous, on ne faisait pas du tout. Nous, on est des mathématiciens, on reste un peu dans notre coin. Mais, et lui, donc, il allait parler aux sapeurs-pompiers, typiquement. Et les sapeurs-pompiers, ils avaient des demandes assez spécifiques. Ils voulaient qu'avec notre modèle, pas juste... En fait, ça leur va pas vraiment. C'est pas vraiment ce qu'ils veulent. Eux, ils veulent le feu qui arrive, à quel feu il ressemble, qu'ils ont déjà rencontré. Ça, c'est vraiment une demande qu'ils ont, donc d'essayer... Donc, c'est peut-être possible, mais avec des outils plus performants, peut-être. Comme ça, ils pourront beaucoup mieux se préparer, parce qu'ils savent exactement où est-ce qu'il faut mettre les hommes, comment le feu va évoluer. Donc, c'est vraiment des questions assez intéressantes là-dessus, sur ceux qui appliquent ces modèles, les acteurs publics, qu'est-ce qu'ils veulent vraiment. Merci pour cette présentation. Est-ce qu'il serait possible de revenir sur l'aspect temporel ? Est-ce que les feux étaient considérés comme des événements qui se produisaient un jour seulement, ou est-ce qu'on considérait la durée de l'événement Alors, sur l'occurrence, donc là, c'est plus l'aspect donné. Donc, nous, on a une date qui est la date d'apparition du feu.
et on lui associe à ce feu la superficie brûlée, donc à la fin du feu. Mais par rapport à ce que je disais au tout début, donc nous on regarde la superficie brûlée, il y a des personnes qui s'intéressent à d'autres marques dans les processus ponctuels marqués. Et ces autres marques, ça peut être aussi la durée du feu, typiquement. Il y en a qui s'intéressent à ça, l'occurrence, ils modélisent l'occurrence, et associé à cette occurrence, ils regardent la durée, combien de temps, donc entre le début et la fin, a duré le feu. Merci beaucoup pour cette étude intéressante. En fait, j'ai une question par rapport du coup, au cluster que vous avez identifié. Est-ce que vous avez essayé de voir avec les pompiers ou l'ONF les raisons pourquoi c'était plus probable dans ces zones-là? Et ensuite, en termes de suite par rapport à cette étude qui est intéressante, est-ce que vous avez pensé par exemple à étudier avec l'imagerie satellite, le traitement d'images pour identifier justement, mettre un focus sur ces zones-là pour les surveiller un peu plus, ou bien peut-être aussi avec l'ONF de changer les espèces de végétation pour que ça soit plus résistant? Oui, donc sur... j'ai du mal à... Ah ouais, j'oublie tout le temps les questions. Donc la première question, c'était très intéressant, c'était... Pourquoi là, c'est les feux? Voilà, merci. Donc typiquement, donc pour ceux qui sont déjà allés sur la côte landaise, là c'est la forêt des Landes. Donc c'est des immenses forêts, là où c'est tout jaune. Ici, c'est des très grandes forêts qui ont été plantées il n'y a pas si longtemps que ça, avec des arbres, des pins qui sont assez espacés, c'est très sec. Et donc c'est vraiment là où en fait, on voit que ça peut brûler facilement. Donc c'est quelque chose qu'on s'attend à retrouver. Donc on est assez content d'avoir ces patrons spatiaux ici. Et sur la deuxième question, sur comment l'aspect plus résilience peut-être, c'est ça un petit peu, enfin la prévention, je pense que c'est j'étais pas vraiment là-dedans, mais c'est des rapports, donc on a dû rédiger des rapports pour le ministère de l'Agriculture, je pense, en utilisant ces modèles. Donc ça, ils utilisent vraiment. D'ailleurs, ils nous mettaient un petit peu la pression pour qu'on fasse vite les résultats, pour pouvoir anticiper ce qui va se passer les années suivantes, suite à 2022. Et un exemple, en fait, ils avaient fait une demande à l'une des personnes qui est dans une des 4 personnes qui est dans le projet, de savoir est-ce qu'ils peuvent mettre des panneaux solaires là où ça a brûlé dans les Landes. Et donc c'est vraiment, ils voulaient savoir est-ce que c'est bien. Donc ils essaient de mitiger les risques, donc c'est de se dire ok, ça a brûlé, et comment je peux contourner ça pour essayer d'avoir une économie, enfin d'utiliser ce qui s'est passé, cet événement-là. Je ne sais pas si ça répond vraiment à la question, mais sur l'adaptation, on ne s'intéresse pas vraiment à ça ici, mais je pense que c'est quelque chose que des gens, dans le projet FireRes, donc le projet européen dans lequel j'étais, donc il y a plusieurs groupes de travail. Nous, on était vraiment sur la modélisation et la prédiction, et il y avait des groupes beaucoup plus sur l'adaptation. Comment, une fois qu'on produit ces cartes, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on délocalise les personnes? Est-ce qu'on change les espèces? Toutes ces questions-là qui sont plus aspect sciences sociales, je dirais. Voilà. J'ai une question sur le côté spatial de votre modèle. Est-ce que le risque est le même si vous êtes dans une zone très habitée, pas habitée, industrielle? Est-ce qu'il y a des lignes électriques? Est-ce qu'il y a des panneaux solaires? Donc ça peut être des risques locaux ou qui vont enlever une partie du côté aléatoire de votre modèle. Deuxièmement, ça a plus ou moins été dit, c'est est-ce que vous avez des arbres, des feuillus, des résineux? C'est pas du tout pareil. Bon, je pense dans la région, il y a beaucoup de résineux, mais bon, si vous avez une zone de feuillus, c'est quand même moins sensible au feu. Donc moi, je trouve dans votre modèle, vous faites quand même beaucoup de simplifications. Vous dites, il faut que ça soit gaussien, les lois de Markov, la place et tout ça. Donc c'est pour pouvoir le traiter et sortir quelque chose. Donc est-ce que votre modèle bayésien, il répond bien à ces questions? Merci. Donc je pense qu'il y a 2 questions en une.
L'aspect gaussien, quand on fait du spatio-temporel, ça marche vraiment très bien pour beaucoup de processus. Donc là-dessus, c'est pas vraiment une forte hypothèse de supposer que c'est un champ latent gaussien derrière, que tout se comporte. On va pas avoir on a une certaine continuité. On va pas tout d'un coup avoir quelque chose qui apparaît avec une forte discontinuité. Donc supposer que derrière il y a un champ gaussien, d'un point de vue statistique, en tout cas, c'est pas une hypothèse trop farfelue. Et ensuite, je renvoie toujours au même travail qui a été fait par Roré, donc le papier de 2022, qui était un doctorant à l'INRAE, où là, il s'est vraiment intéressé à tous les facteurs que vous venez d'indiquer, donc les lignes électriques, le type de feuillage, est-ce que c'est des résineux, des feuillus, tout ça. Parce qu'on a vraiment des données au niveau végétation, et ça je l'ai appris du coup l'année dernière, on a vraiment des données très précises, donc des données LIDAR, donc ils vont mesurer avec des appareils dans les forêts qui donnent vraiment des données très précises sur la végétation à l'échelle de la France. Donc ça c'est assez intéressant. Donc nous, je pense que ça... Il y a des gens qui font ça, et c'est fait, et c'est très intéressant, pour vraiment prendre en compte tous les facteurs potentiels, et je pense peut-être d'un point de vue assurance, c'est peut-être plus ce qui intéresse, d'essayer de prendre beaucoup de covariables, ajouter beaucoup d'informations, mais ça me paraît peut-être utopiste de vouloir faire un modèle aussi compliqué pour des projections climatiques. Je rectifie un petit peu ce que je viens de dire. Dans le projet FireRes, il y avait justement des personnes qui s'intéressaient à faire des projections de la couverture du sol à 2100. Est-ce que là, ça va être bétonné? Est-ce que ça va être des plantations? Donc il y a toute une équipe dans ce projet-là qui s'intéresse à faire des projections en 2100, comment va être le sol, est-ce que c'est et qui du coup va impacter beaucoup l'évolution des feux de forêt. Pour obtenir une première approximation, ce qui était un petit peu la demande du ministère à ce moment-là, d'avoir des projections climatiques, de voir qu'est-ce qui peut se passer, ça c'est un modèle assez simple, qui prend quand même les facteurs les plus importants. On peut s'amuser à en ajouter plein, et il y en a vraiment beaucoup qui peuvent améliorer ce modèle, mais là c'est vraiment juste une première idée de comment ça va se comporter les feux de forêt. Ça ne va pas changer complètement les résultats, ça va au contraire peut-être plutôt les empirer, les modifier un petit peu, mais la tendance qu'on obtient à la fin, je ne pense pas qu'elle sera beaucoup modifiée en incluant tous les autres paramètres qui sont importants à inclure, si on veut quelque chose de beaucoup plus précis, à une échelle plus locale peut-être. Ouais, alors très rapidement, et après on va s'arrêter là. Bonjour, merci pour votre présentation. Plus du côté assureur, donc je travaille pour une société qui fait de l'assurance paramétrique, et donc j'ai écrit un mémoire sur ce sujet, et notamment sur si ce type d'assurance est une solution durable pour les périls climatiques. Et je sais que les wildfires, c'est un peu compliqué à modéliser par rapport au cyclone. Le cyclone, on sait que ça part d'un point, on arrive à peu près à prédéterminer où est-ce que ça va arriver. Selon vous, quel est le paramètre le plus difficile à analyser pour pouvoir avoir un modèle fiable et poser un prix derrière en fait en assurance sur les wildfires? Paramètres statistiques ou paramètres données Les deux. Ça, après, ça dépend un petit peu de chaque application, j'imagine, donc pour l'aspect données. Je pense que c'est une question assez assurance, et j'ai peut-être un peu plus de mal à répondre, mais il y a l'aspect aléa, c'est peut-être aussi la question, donc ça, c'est pris en compte par des modèles plus ou moins complexes, ce qu'on a essayé de faire ici. Et ensuite, le paramètre le plus complexe, tout dépend de l'application, je ne sais pas trop. Ouais, non, mais je comprends. Ça peut être par exemple plutôt si on va se baser sur des données, par exemple la température du sol, le type de végétation, le type d'habitation qui va être autour, si c'est ça qui va être plus pertinent par rapport à d'autres données. C'était ma question globale. Ok. Il faut savoir qu'on a quand même beaucoup de données à disposition, sur les feux de forêt en tout cas, si on veut regarder au niveau météo. On peut s'amuser à regarder plein d'autres variables météo qui sont par exemple l'évapotranspiration, le taux d'humidité dans les feuilles. Tout ça sont fournis par des chercheurs qui s'amusent entre guillemets à les mesurer avec leur petit radar, là, le LIDAR dans les forêts françaises, et obtenir toutes ces informations-là. Donc niveau météo, je ne pense pas que ça soit le plus complexe. Peut-être au niveau du bâti, et vu que je
je co-encadre une thèse de quelqu'un qui fait plus assurance et qui qui s'intéresse à modéliser les risques d'inondation à l'échelle du bâti. Et là, donc moi, j'ai plutôt l'expertise météo, donc pour moi, ça me paraît plutôt simple. Et après, il me parle de choses qui me paraissent complètement impossibles, mais que lui arrive à faire, à avoir vraiment l'information du bâti au bâtiment près sur l'échelle de la France. Donc apparemment, pour les assureurs, tout dépend dans la boîte dans laquelle vous êtes, je pense, il y a des données assez précises qui sont disponibles. Ok, merci. Bon, on va s'arrêter là pour merci. les questions et on remercie encore chaleureusement Juliette. Donc bonsoir à tous. C'est déjà la fin de cette conférence. Et pour la conclure, je suis vraiment très heureuse d'accueillir Franck Levallois, qui nous fait l'honneur et l'amitié cette année encore de conclure cette demi-journée. Alors, pour le présenter brièvement, même si tout le monde le connaît, Franck est directeur général de France Assureur. Il est diplômé de l'École Polytechnique et de l'INSAE, membre certifié de l'Institut des actuaires, et il a gardé un lien fort avec ses écoles, avec les jeunes générations, en enseignant à l'INSAE notamment les fondamentaux de l'assurance et en partageant, comme ici ce soir avec nous, son expérience, mais aussi son expertise acquise au fil d'une brillante carrière, notamment chez Allianz, mais également sa vision de la transformation en cours du secteur de l'assurance. Et parler de ces transformations est vraiment le propre des printemps de l'assurance, 3e édition déjà cette année, dont l'ADN est de parler, de réfléchir ensemble sur le partage des nouveaux risques et le nouveau partage des risques, nouveaux risques, mais également nouvelles solutions. Alors, quelle est la place de l'IA dans ces nouvelles transformations ? L'IA qui peut être, on l'a vu cet après-midi, tout à la fois solution, mais également défi, et peut-être source de nouveaux risques. Donc merci beaucoup Franck d'être aussi fidèle au printemps de l'assurance et d'être ce soir avec nous pour partager votre vision sur ces sujets. Merci beaucoup. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être parmi vous ce soir et merci encore une fois pour cette invitation à ce bel événement qu'est le printemps de l'assurance. Je voulais revenir, d'ailleurs en lisant l'agenda qui a été le vôtre cet après-midi, c'était de revenir sur une thématique importante, et en tout cas qui anime beaucoup le secteur, et pas simplement le secteur, qui est la thématique de l'intelligence artificielle. Mais si je devais m'adresser au plus jeune public, que les autres ne le prennent pas mal, mais si je devais m'adresser au plus jeune public dans cette salle, la question que je leur poserais, ou que je pourrais leur poser, c'est de savoir ce que vous voulez faire plus tard. Et à vrai dire, je pense qu'aujourd'hui, vous seriez bien embêtés de répondre. Parce que lorsque nous consultons un certain nombre d'études, de rapports, notamment je vous invite à aller lire sur le site de France Travail un rapport sur la question de l'intelligence artificielle et de ses bouleversements sur le monde du travail, eh bien le chiffre, alors je ne sais pas si c'est un chiffre magique, mais enfin en tout cas ça permet de fixer les idées, c'est 85% des emplois de 2030 n'existent pas aujourd'hui. 85%. Alors c'est à la fois fascinant de se dire que dans quelques années, parce que finalement 2030 c'est tout proche, c'est demain, de se dire que la plupart ou la quasi-totalité des emplois, nous ne les connaissons pas aujourd'hui. Et c'est à la fois donc fascinant, ça peut aussi alimenter les craintes, mais c'est également c'est une déformation de la réalité. Pourquoi je dis ça ? Parce que finalement, lorsqu'on prend 2 pas de recul, on s'aperçoit, et lorsqu'on regarde le secteur que je connais le mieux, qui est celui de l'assurance, que finalement, là aussi, il y a eu par le passé un grand nombre de transformations
et les assureurs présents dans cette salle ont tous survécu. Et donc ça doit être une note positive à l'endroit des plus jeunes présents aujourd'hui. Pourquoi je vous dis que le secteur a été dans le passé largement impacté par des révolutions? Quand j'ai commencé, et d'ailleurs j'ai été guidé par certains qui sont présents dans cette salle, que je remercie, quand j'ai commencé dans le secteur assurantiel, eh bien, quand j'ai découvert ce secteur, c'était un moment où, à la fin des années 90, tout début années 2000, c'était un secteur où certaines compagnies lançaient de grandes transformations de leur système d'information. Tenez-vous bien à votre siège, mettez vos ceintures. On était à numériser des documents papier. Et ça, c'était la grande transformation fin des années 90, début des années 2000. On l'a oublié. En tout cas, les plus jeunes dans cette salle ne l'ont pas connu. Et peut-être que les moins jeunes dans cette salle l'ont aussi un peu oublié, mais ça a été source de grandes transformations, et notamment de transformation du papier, en tout cas de la gestion d'un mode papier à une gestion électronique de documents. Alors ça ne paraît rien, mais ça a eu un certain nombre de conséquences sur les métiers. Quand j'ai commencé à travailler dans le secteur de l'assurance, il y avait un métier, alors qu'aujourd'hui qui a un peu disparu, même quasiment totalement, du vocabulaire assurantiel. On parlait de rédacteur sinistre. Et le rédacteur sinistre, c'est tout simplement parce qu'en fait, il prenait sa plume, il prenait son stylo et il rédigeait, il annotait des dossiers de sinistres avec des cotes, des sous-cotes, enfin bref, du papier. Aujourd'hui, ça a totalement disparu. D'ailleurs, on parle beaucoup moins, voire plus du tout, de rédacteur sinistre. On parle de chargé de relations avec des sociétaires, avec des clients, avec des sinistrés. On parle de service indemnisation, on ne parle plus de rédacteur sinistre. Mais pour vous dire que le monde a quand même déjà beaucoup changé et le secteur de l'assurance s'est adapté. Et en fait, ma première conviction, et je n'en livrerai que 3 ce soir, mais ma première conviction, c'est que l'intelligence artificielle, finalement, et ce n'est qu'une conviction, donc vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, mais je pense que l'intelligence artificielle, elle changera nos métiers, mais elle ne les volera pas. Mais pour cela, il va falloir prendre la vague, ou plus exactement surfer sur la vague, au risque sinon de la prendre de pleine face. Et il y a plusieurs problématiques qui me semblent importantes à avoir à l'esprit. Donc je ne répondrai pas ou je ne donnerai pas forcément de solution à l'ensemble de ces problématiques, mais des problématiques qui me semblent intéressantes pour mener à bien cette transformation, cette adaptation à ce qu'est cette vague de l'intelligence artificielle pour le secteur de l'assurance. Je pense notamment, et ce qui est en train de mûrir et de fleurir un peu partout dans le secteur, c'est la recherche des cas d'usage. Recherche des cas d'usage parce que, à l'évidence, l'intelligence artificielle, comme un bon nombre de technologies ou d'outils, peut être très intéressante, très efficace dans certaines situations, mais à l'évidence, pas pour toutes les situations, pas dans tous les métiers. Et donc la recherche des cas d'usage, elle nécessite que les compagnies d'assurance, que les acteurs du secteur, adoptent, généralisent une approche consistant à tester et à apprendre, c'est-à-dire, au fond, à accepter d'échouer pour apprendre ou pour mieux apprendre. Donc la recherche de cas d'usage, ça c'est une problématique qu'il faut véritablement appréhender pour le secteur et le plus tôt possible. La deuxième problématique, c'est la compétence. Plus exactement, il y a une nécessité de former les équipes dans les compagnies d'assurance pour leur apprendre à utiliser l'IA. L'IA, ça ne s'utilise pas... Alors j'imagine que dans la salle, chacun a fait des tests sur ChatGPT, mais au fond, lorsqu'on veut l'utiliser de manière très professionnelle, il faut savoir prompter, comme on dit, en tout cas passer des commandes à l'intelligence artificielle pour obtenir un résultat de qualité. Alors, je dirais que, pour donner aussi là un peu d'espoir ce soir, c'est que le secteur assurantiel est très bien positionné en termes de formation. Très bien positionné parce que lorsqu'on regarde à la fois l'accès à la formation pour les collaborateurs de ce secteur, des compagnies d'assurance, l'accès à la formation et le nombre d'heures de formation, en fait, l'assurance est, pour les cadres et les non-cadres, le secteur, en fait, le mieux positionné. Donc il y a une capacité du secteur à former et à savoir former. Donc j'allais dire, le secteur a un atout
en la matière pour se doter des compétences. Le troisième problématique que je citerai, c'est la mobilisation des capacités de traitement. Cette mobilisation des CPU, des moteurs de traitement, c'est l'or noir de l'intelligence artificielle. Sans cette capacité de traitement, sans ces moteurs de traitement, sans cet accès aux moteurs de traitement, il est évident qu'il n'y a pas de potentiel pour l'intelligence artificielle. Et cette capacité, elle va se raréfier, à l'évidence, au fur et à mesure que les besoins, les requêtes grandiront. Cette capacité, c'est un peu, ou la recherche de cette capacité, c'est un peu le nerf de la guerre des intelligences artificielles. L'avant-dernier point que je voulais mentionner en termes de problématiques à résoudre pour le secteur, c'est le coût. Le secteur de l'assurance, comme vous le savez, ou si vous ouvrez la presse, est soumis à une pression à la fois liée à la concurrence, bien évidemment, mais aussi liée, je dirais, à l'opinion publique et parfois aux positions politiques, consistant à mettre de la pression sur un certain nombre de lignes de compte de résultats des assureurs, et notamment sur leurs frais, sur leurs charges, pour améliorer la valeur perçue par le consommateur concernant les produits d'assurance qu'il souscrit. Mais une fois qu'on a dit ça, évidemment, cela va nécessiter de développer de l'intelligence artificielle, cela va nécessiter des investissements à la fois lourds, ne serait-ce que pour entraîner des machines ou pour travailler et contracter avec des spécialistes de l'intelligence artificielle. Et puis ensuite, ça nécessitera des coûts de fonctionnement proportionnels d'ailleurs au nombre de requêtes qui seront utilisées. Donc au fond, plus l'intelligence artificielle sera utilisée, plus elle nécessitera de mobiliser des lignes du compte de résultat d'une compagnie d'assurance. Donc la question du coût dans une période où les coûts sont mis sous pression est évidemment un sujet à part entière. Le dernier sujet ou la dernière problématique que je voulais évoquer devant vous et qu'il va falloir là aussi traiter, en tout cas à laquelle il faut s'intéresser pour un acteur assurantiel, c'est celle du climat. Celle du climat tout simplement parce que l'impact de la pollution entre guillemets numérique qui pourrait s'accroître avec l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et pour des acteurs assurantiels, ou des acteurs comme les assureurs, il est évident et confrontés aux effets du dérèglement climatique, notamment lorsqu'ils doivent affronter les conséquences d'inondations, de tempêtes ou autres, j'en passe. Mais ces acteurs, évidemment, sont particulièrement concernés par les effets du dérèglement climatique. Et on ne peut pas totalement passer sous silence et nier l'impact sur le climat de l'utilisation de moyens technologiques de plus en plus gourmands en énergie. Et c'est le cas pour l'intelligence artificielle, ne serait-ce que avant même de pouvoir requêter, il faut pouvoir entraîner. Et se posera la question de comment gérer au mieux ces radiateurs informatiques qui seront constitués par l'utilisation de l'intelligence artificielle, ce qui va là aussi faire naître un certain nombre d'idées, comme c'est déjà le cas pour certaines entreprises, certaines start-up qui souhaitent utiliser cette énergie liée à l'effet Joule, liée à l'utilisation de cette intelligence artificielle ou des serveurs nécessaires pour chauffer des bâtiments. Mais voyez, la question, elle est néanmoins posée. Donc, comme je vous le disais, ma deuxième conviction, c'est qu'il faut traiter ces problématiques pour surfer sur la vague de l'intelligence artificielle plutôt que de se prendre cette vague en pleine face. Ma troisième et dernière conviction, c'est que, comme je vous le disais, l'intelligence artificielle va changer nos métiers, mais sans remettre en cause néanmoins les principes fondateurs de l'assurance, les principes essentiels de l'assurance, d'ailleurs, qui ont été évoqués et rappelés dans la dernière présentation que vous avez pu avoir cet après-midi. Je veux dire par là, c'est le principe de mutualisation qui régit l'assurance, qui est à la source finalement de tous les mécanismes assurantiels. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que, au fond, parfois il ne faut pas se méprendre ou confondre opportunité et risque ou menace. Je ne considère pas que l'intelligence artificielle soit une menace. En fait, c'est un outil
mis à disposition et que les assureurs commencent à utiliser de la manière la plus efficace possible, et pour laquelle il y aura évidemment des effets en termes de transformation des métiers. Mais à côté de cela, ou plutôt derrière cela, il peut y avoir, ou peuvent se cacher, des menaces qui sont, j'allais dire, plus disruptives pour le secteur de l'assurance. Je vous donne un exemple. Je vous donne l'exemple d'un projet de directive qui est en gestation et qui s'appelle Financial Data Access, qui tourne autour de l'utilisation des données et comment mettre à disposition du plus grand nombre possible les données des consommateurs, j'allais dire des assurés. Et ce partage de données, finalement, on est sur des thématiques assez connexes à ce qu'est l'intelligence artificielle, ou du moins carburant dont a besoin l'intelligence artificielle. Ce projet de directive qui vise à ouvrir, si vous voulez, le capot des données, le capot des assureurs pour mettre à disposition de tous, y compris des acteurs non assurantiels, ces données. En fait, c'est un projet de directive qui a en fait un effet beaucoup plus violent et on ne le voit pas arriver, ou en tout cas, on est quelques-uns à le voir arriver, mais pour le moment, ce n'est pas encore totalement partagé. Plus violent, tout simplement parce que ça remettra en cause le principe de mutualisation. Remettra en cause le principe de mutualisation dès lors que certains acteurs pourront utiliser ces données pour assurer, par exemple, plutôt les deuxième et troisième étages d'un immeuble que le rez-de-chaussée, considérant que le rez-de-chaussée est beaucoup plus exposé à certains risques, notamment climatiques, pour vous donner cet exemple. Donc, ce qui est techniquement compréhensible, mais socialement compliqué. Et cette question sociale, donc de l'assurabilité, elle se pose. Tout ça pour vous dire que parfois, il y a des révolutions technologiques qui sont des opportunités et il peut y avoir des évolutions réglementaires qui sont de véritables menaces pour le secteur et dont il faut se méfier. Voilà ce que je voulais vous dire en conclusion de ce printemps. Merci beaucoup à vous. Alors, merci à tous. Je voulais remercier l'ensemble des intervenants de cet après-midi. Et comme la demi-journée a quand même été très, très dense, on a eu beaucoup d'éléments, mais aussi très, très chaude, il faut quand même le dire. On mérite tous, je pense, de se retrouver pour un petit verre d'amitié, un petit cocktail qui est donné au bar des étudiants, donc pour les Dauphinois, et puis sinon pour les non-Dauphinois, voilà, suivez-nous. Mais j'aurais, je pense, qu'au grand plaisir à continuer nos échanges autour d'un verre. En tout cas, ça nous fait très très plaisir de vous recevoir. Et à tout de suite.